L'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt. Un papier cartonné épais avec des lettres dorées en relief qui donnait une impression de luxe rien qu'en le tenant. Célébration du 35e anniversaire de Ryan Carter. Tenue de soirée exigée. L'hôtel Riverside Grand. Mon fils avait 35 ans et apparemment, cela nécessitait le genre de fête que je ne pouvais que rêver d'organiser à l'époque où il était un garçon mangeant son gâteau d'anniversaire à notre table de cuisine. Je portais la robe bleu marine que je gardais pour les occasions spéciales. Elle était simple, élégante, appropriée. Mais à la seconde où j'ai franchi ces hautes portes doubles, j'ai senti chaque couture me marquer comme étant différente. Autour de moi tourbillonnaient des robes qui coûtaient plus que mon hypothèque mensuelle. Des costumes taillés à la perfection, des bijoux qui captaient la lumière des lustres en cristal au-dessus de nos têtes. Les rires flottaient dans l'air. Les verres de champagne tintaient et un quatuor jouait en direct quelque chose de sophistiqué que je ne pouvais nommer. J'ai cherché le visage de mon fils dans la foule. Quand j'ai finalement repéré Ryan près du bar, mon cœur s'est soulevé un instant. Il était si beau dans son smoking. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière comme son père avait l'habitude de les porter. Mais quand nos regards se sont croisés, quelque chose a changé dans son expression. Pas tout à fait de la reconnaissance, pas tout à fait de la chaleur, juste un éclair de prise de conscience avant qu'il ne se retourne vers le cercle de personnes qui l'entouraient. J'ai traversé la pièce lentement, essayant de ne pas me sentir invisible. Un serveur m'a offert du champagne. Je l'ai pris, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire de mes mains. Les gens me frôlaient en conversant, leur parfum cher, leurs voix éclatantes de cette confiance qui vient du fait de n'avoir jamais eu à s'inquiéter du loyer. D'où regardez-vous ceci en ce moment? Quelle heure est-il où vous êtes? Si cette histoire résonne en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Je vous promets que ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Maintenant, laissez-moi continuer. J'ai trouvé une place à l'une des tables rondes près du fond. Pas de place assignée, juste un endroit où je pouvais observer sans être dans le chemin. Ryan n'était toujours pas venu me saluer. Je me suis dit qu'il était occupé, que c'était sa soirée, qu'il devait bien sûr s'occuper de ses invités. Mais au fond de moi, dans cet endroit où une mère sait des choses qu'elle ne veut pas admettre, je comprenais la vérité. Mon fils m'évitait. Tessa est apparue à ses côtés, ses mains glissant possessivement autour de son bras. Elle portait du vert émeraude, ses cheveux blonds coiffés en vagues qui avaient probablement nécessité 2 heures et un professionnel. Elle a chuchoté quelque chose à l'oreille de Ryan, et il a ri, la serrant plus près. Il semblait sorti d'un magazine. Parfait, impeccable, à des années-lumière de la femme assise seule à la table 17. Le dîner a été servi. Je l'ai à peine goûté. Les plats se sont succédés, chacun plus élaboré que le précédent. Autour de moi, la conversation portait sur les résidences secondaires, les portefeuilles d'actions et des gens dont je n'avais jamais entendu parler. Je souriais poliment quand quelqu'un croisait mon regard, mais la plupart du temps, j'étais ignoré. Puis est venu le gâteau. Il était immense. 4 étages de chocolat noir et de feuilles d'or, surmontés de cierges magiques qui crépitaient et projetaient de la lumière. Tout le monde a applaudi quand il a été amené. La pièce s'est assombrie. Les téléphones se sont levés pour capturer le moment. Et Ryan, mon beau garçon que j'avais élevé seul après la mort de son père, s'est approché du microphone. « Je tiens à vous remercier tous d'être ici ce soir », a-t-il commencé, sa voix douce et exercée. La foule s'est tue. Cette année a été incroyable, et je n'aurais pas pu y arriver sans le soutien de personnes très importantes. Il a fait un geste vers Tessa, qui rayonnait. Ma fiancée extraordinaire, qui rend chaque jour meilleur. Applaudissements, sifflets. Et bien sûr, Victor et Patricia Monroe, qui m'ont accueilli dans leur famille et m'ont montré à quoi ressemble le vrai succès. Plus d'applaudissements. Victor a levé son verre depuis sa table près de l'avant, ayant tout l'air du patriarche qui avait bâti un empire. J'ai attendu. Sûrement que Ryan me mentionnerait. Sûrement, après tout, il reconnaîtrait la femme qui avait tout sacrifié pour qu'il puisse se tenir dans cette pièce. Vous savez, a continué Ryan, son ton changeant pour quelque chose de presque enjoué. Beaucoup de gens m'ont posé des questions sur cette fête, comment nous l'avons organisée, d'où venaient les fonds. Il a fait une pause, et je jure que j'ai senti l'air changer. Je veux juste être clair sur quelque chose. Mes mains se sont agrippées au bord de la table. Victor a tout payé ce soir. La salle, le dîner, l'orchestre, tout. Ma mère n'a rien payé de tout ça.
Il a ri, d'un rire léger et insouciant. Elle n'a même pas payé le gâteau. La salle a éclaté de rire, un rire bon enfant, décontracté, comme s'il avait fait une blague. Mais ce n'était pas une blague. J'ai senti 200 paires d'yeux se tourner vers moi une seconde avant de se détourner. Embarrassé pour moi ou amusé, je ne savais pas dire. Mon visage brûlait, ma gorge se serrait, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement souri. J'ai posé ma serviette, pris mon petit sac à main et me suis levé. Ma chaise a légèrement raclé le sol, mais personne n'a remarqué. Ryan était déjà passé à autre chose, levant son verre pour un autre toast. Tessa riait à ses côtés, sa main sur sa poitrine. Je suis sorti de cette salle de bal la tête haute et le cœur brisé. L'air frais de la nuit m'a frappé à la seconde où je suis sorti. J'ai atteint ma voiture avant que les larmes ne viennent. Je me suis assise sur le siège du conducteur, les mains tremblantes, fixant le volant alors que tout ce que j'avais retenu pendant des mois s'est finalement libéré. Il m'avait humilié. Devant tout le monde, et il ne l'avait même pas remarqué. Mais quelque part entre les larmes et le silence de ce parking, quelque chose a changé en moi. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années s'est installée sur ma poitrine comme une armure. Je n'ai pas perdu mon fils cette nuit-là. Je l'avais déjà perdu bien avant, et cela signifiait que j'étais enfin libre d'arrêter de prétendre le contraire. Je n'ai pas toujours eu d'argent. Il fut un temps où je comptais les centimes pour acheter du lait. Il y a 27 ans, je suis devenu veuve à 30 ans avec un fils de 3 ans et $17 sur mon compte courant. Robert, mon mari, est mort dans un accident de voiture un mardi matin. Un instant, il m'embrassait pour me dire au revoir à la porte. L'instant d'après, j'identifiais son corps à la morgue du comté. La police d'assurance vie que nous pensions avoir s'est avérée être expirée. Il avait manqué le paiement pendant un mois difficile, prévoyant de rattraper plus tard. Ce plus tard n'est jamais venu. Je me souviens d'être debout dans notre petit appartement de l'est de Dallas, regardant Ryan endormi dans son berceau, et réalisant avec une terreur absolue que tout reposait désormais sur mes épaules. Le loyer était dû dans 8 jours. La facture d'électricité était en retard. J'avais un bambin qui avait besoin de nourriture, de couches et d'un avenir que je n'avais aucune idée de comment fournir. Alors, j'ai fait ce qu'on fait quand on n'a pas d'autre choix. J'ai travaillé. J'ai trouvé un travail de femme de ménage par le biais d'un service qui payait en espèces à la fin de chaque journée. 5 maisons les mardis et jeudis, 6 les samedis. Je frottais les toilettes, lavais les sols et polissais les meubles dans des maisons appartenant à des gens qui ne se souviendraient jamais de mon nom. Mes genoux me faisaient mal, mes mains étaient gercées par les produits chimiques, mais je rentrais à la maison avec assez d'argent pour nous nourrir. Ryan restait chez Madame Connor, la voisine, une grand-mère qui le gardait pour $20 par jour. Ce n'était pas idéal, mais c'était sûr et elle était gentille. Parfois, je venais le chercher et il sentait sa crème pour les mains à la lavande, et je me sentais à la fois reconnaissante et le cœur brisé que quelqu'un d'autre soit là pour les moments où je ne pouvais pas l'être. La nuit, après que Ryan se soit endormi, je me suis appris à cuisiner. Pas seulement des repas de base, de la vraie cuisine, celle qui fait fermer les yeux aux gens quand ils la goûtent. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque sur la technique française, les pâtes italiennes, la cuisine réconfortante du Sud. Je regardais des émissions de cuisine sur notre vieille télévision et je prenais des notes. J'expérimentais avec tous les ingrédients que je pouvais me permettre, transformant des coupes de viande bon marché en quelque chose de tendre, faisant chanter les légumes avec les bons assaisonnements. Ça a commencé comme de la survie. Si je pouvais bien cuisiner, je pouvais nous nourrir pour moins d'argent. Mais ensuite, Madame Connor m'a demandé si je pouvais préparer de la nourriture pour le repas partagé de son église. Puis une voisine m'a demandé de m'occuper du buffet pour la baby shower de sa fille. Puis quelqu'un de cette baby shower m'a demandé pour leur fête d'anniversaire. Le bouche-à-oreille s'est répandu lentement, comme le font les bonnes choses dans les quartiers populaires. La cuisine de Valérie Carter a le goût de l'amour. Valérie Carter s'adaptera à votre budget. Valérie Carter arrive alors et laisse votre cuisine plus propre qu'elle ne l'a trouvée. J'avais 33 ans quand j'ai enregistré Carter Events comme une véritable entreprise. C'était juste moi, travaillant depuis la cuisine de mon appartement, mais elle avait un nom. Elle avait des cartes de visite que j'imprimais à la bibliothèque. Elle avait un avenir. Ryan avait 6 ans à l'époque, assez grand pour s'asseoir au comptoir de la cuisine à faire ses devoirs pendant que je préparais la nourriture pour les événements du week-end.
Il a appris à mesurer les ingrédients avant d'apprendre la division longue. Il connaissait la différence entre un fouet et une spatule avant de pouvoir faire du vélo sans roulette. Certains de mes premiers souvenirs avec lui ne sont pas dans les parcs ou les aires de jeu, mais dans cette cuisine exiguë. Lui posant des questions pendant que j'étalais de la pâte ou que je taillais des légumes. « Pourquoi tu travailles autant, maman ?»« Parce que je construis quelque chose pour nous, mon chéri. Quelque chose qui fera en sorte que tu n'aies jamais à t'inquiéter comme je le fais. » Il a accepté cette réponse comme le font les enfants, avec une confiance qui semblait à la fois belle et terrifiante. Au moment où Ryan a eu 10 ans, Carter Events avait dépassé ce que je pouvais gérer seul. J'ai embauché 2 aides à temps partiel, des femmes comme moi, qui avaient besoin d'horaires flexibles et d'un salaire décent. Nous avons déménagé dans un petit local de cuisine commerciale que je louais au mois. J'ai acheté une camionnette de traiteur d'occasion qui est tombée en panne 2 fois la première année mais qui nous a amenés là où nous devions aller. Les contrats sont devenus plus importants. Déjeuner d'entreprise, réception de mariage, fête de départ à la retraite, gala de charité. J'ai appris à gérer les contrats, à négocier les prix et à gérer un emploi du temps qui me faisait souvent travailler 16 heures par jour. Ryan a passé son adolescence dans des salles de banquet et des cuisines d'hôtel, m'aidant à charger et décharger le matériel, me regardant transformer des espaces vides en célébration. Il se plaignait parfois, comme le font les adolescents. Ses amis étaient au cinéma ou au centre commercial, et il était coincé à rouler des couverts dans des serviettes ou à transporter des plats chauds depuis la camionnette. Je sais que ce n'est pas amusant, lui ai-je dit une fois alors qu'il avait 14 ans et qu'il était particulièrement maussade d'avoir manqué une fête, mais c'est ce qu'il faut. Cette entreprise va payer pour ton université. Elle va te donner des opportunités que je n'ai jamais eues. Il s'est adouci alors, comme il le faisait toujours quand il se souvenait que nous n'étions que nous deux contre le monde. Je sais, maman. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Souviens-toi juste de ça quand tu seras plus grand. Souviens-toi que rien de ce qui en vaut la peine n'arrive facilement. Il m'a serré dans ses bras cette nuit-là et je l'ai tenu fort, croyant de tout mon être que toute cette lutte en vaudrait la peine. Que mon fils verrait mon sacrifice et comprendrait que l'amour n'est pas que des mots. L'amour, c'est être là. L'amour, c'est travailler jusqu'à ce que votre corps vous fasse mal pour que quelqu'un d'autre puisse se reposer. L'amour, c'est construire un avenir de ses propres mains et faire confiance à la personne pour qui vous le construisez honorera ce que cela a coûté. Je n'avais aucune idée à l'époque que j'avais tort. L'entreprise a grandi plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Au moment où Ryan a eu 16 ans, Carter Events était devenue l'une des entreprises de traiteurs les plus demandées de la région de Dallas. Nous avions un personnel permanent de 12 personnes, une flotte de 3 camionnettes et une cuisine commerciale assez grande pour gérer des événements pour 500 personnes. Mon téléphone sonnait constamment avec des demandes de devis, et je me suis retrouvé à refuser des contrats parce que nous étions complets des mois à l'avance. Le succès semblait étrange. Pendant si longtemps, j'avais tiré le diable par la queue, mesurant ma valeur à ma capacité à payer les factures à temps. Maintenant, je déposais des chèques qui faisaient pleurer de disbelief mon jeune moi. J'ai acheté une petite maison dans un quartier décent. J'ai échangé la camionnette d'occasion contre une voiture fiable. J'ai ouvert un compte de retraite pour la première fois de ma vie. Mais même si l'argent rentrait, je vivais comme si je comptais encore les centimes. Les vieilles habitudes ont la vie dure quand on a connu la vraie pauvreté. J'achetais mes vêtements dans des magasins d'usine. Je cuisinais à la maison au lieu de manger au restaurant. Je gardais le thermostat à 20 degrés en hiver parce que je me souvenais encore de ce que c'était que de choisir entre le chauffage et les courses. Chaque dollar que je ne dépensais pas pour moi allait dans 2 endroits. L'entreprise, qui avait toujours besoin de mise à niveau d'équipement, de formation du personnel et de marketing, et un compte d'épargne privé que j'ai ouvert la semaine où Ryan a eu 17 ans. Je l'appelais le fonds R dans ma tête. R pour Ryan, R pour l'avenir, futur en anglais, R pour tous les rêves que j'avais pour mon fils. Le compte a commencé avec $5000, de l'argent que j'ai transféré de mon premier trimestre vraiment rentable. Puis je l'ai alimenté mensuellement, parfois hebdomadairement quand nous avions un événement particulièrement bon, 1000 ici, 3000 là. Le solde a augmenté régulièrement, silencieusement, un secret que j'ai gardé même de Ryan parce que je voulais que ce soit une surprise un jour. Peut-être pour son mariage, pensais-je, je pourrais lui donner un chèque et lui dire de commencer son mariage sans dette, d'emmener sa femme en lune de miel n'importe où dans le monde. Ou peut-être qu'il voudrait créer sa propre entreprise, et je pourrais la financer entièrement, lui donner le genre de départ que je n'ai jamais eu.
Le compte est devenu une source de réconfort pendant les semaines difficiles. Quand un client se plaignait ou qu'un employé démissionnait de manière inattendue ou que je sentais le poids d'être responsable des moyens de subsistance de tant de personnes, je me connectais à ce compte et regardais les chiffres augmenter. C'est pour ça que tout ça existe. Je me le rappelais, c'est l'amour dans sa forme la plus pratique. Ryan, pendant ce temps, changeait d'une manière que j'essayais de ne pas voir. En seconde, il a commencé à demander pourquoi nous ne pouvions pas vivre dans une plus grande maison. Ses amis avaient des piscines et des salles de jeu. Il disait, pourquoi vivons-nous encore si modestement alors que l'entreprise marche bien? Parce que nous construisons quelque chose qui dure, expliquais-je. Nous sommes intelligents avec l'argent, pour qu'il soit là quand nous en aurons vraiment besoin. Il ne comprenait pas. Comment le pourrait-il? Il n'avait jamais connu la faim. Il n'avait jamais porté de chaussures trouées ni manqué l'école parce que nous ne pouvions pas nous permettre les frais de sortie scolaire. J'avais réussi à lui donner une enfance exempte de la pauvreté que j'avais connue. Mais ce faisant, je ne lui avais également donné aucun point de référence pour comprendre le sacrifice. En terminale, il était embarrassé par mon travail. Pas ouvertement, pas d'une manière qu'il admettrait, mais je le sentais. Quand ses amis demandaient ce que faisait sa mère, il disait qu'elle possédait une entreprise de traiteur sur un ton qui la faisait paraître plus petite qu'elle ne l'était. Il a cessé de m'inviter aux événements scolaires s'il pouvait l'éviter. Il trouvait des excuses pour que je ne puisse pas rencontrer les parents de sa petite amie. Je me suis dit que c'était un comportement normal d'adolescent. Les enfants veulent être indépendants. Ils s'éloignent de leurs parents. Ça ne voulait rien dire. Mais il y avait des moments où je le surprenais à me regarder avec quelque chose qui ressemblait à de la déception, comme si je n'étais pas tout à fait suffisante. Comme si la vie que j'avais construite de mes propres mains était en quelque sorte moins précieuse parce qu'elle impliquait de servir de la nourriture au lieu de s'asseoir derrière un bureau dans un bureau d'angle. J'ai travaillé plus dur. Je ne sais pas quoi faire d'autre quand quelqu'un que vous aimez semble s'éloigner. Alors j'ai travaillé. J'ai développé l'entreprise. J'ai pris de plus gros clients. J'ai remporté des prix de la chambre de commerce locale. J'ai été présenté dans un article de magazine sur les femmes entrepreneurs à succès. Regarde, voulais-je dire, regarde ce que j'ai construit. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Mais Ryan avait 18 ans à l'époque, préparant ses bagages pour l'université Texas State, ses frais de scolarité entièrement payés par le compte de l'entreprise. Il m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir dans l'allée et je l'ai tenu fort, respirant l'odeur de son shampoing, mémorisant la sensation de mon fils dans mes bras. Je suis si fier de toi, ai-je murmuré. Merci, maman. Je t'appellerai quand je serai installé. Il a appelé 2 fois ce premier semestre. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Il était occupé. Il était jeune. Il construisait sa propre vie, ce qui était exactement ce que je voulais pour lui. Et quand il obtiendrait son diplôme, quand il reviendrait à Dallas et commencerait à travailler pour Carter Events comme nous l'avions toujours prévu, les choses s'amélioreraient. Il verrait l'entreprise avec des yeux d'adulte et comprendrait ce qu'elle représentait. Il me comprendrait enfin. Le fonds R a atteint 215 000 $ le mois précédant la remise de diplôme de Ryan. J'ai regardé ce chiffre sur l'écran de mon ordinateur et j'ai ressenti quelque chose comme de la joie. C'était la sécurité. C'était la liberté. C'était l'amour d'une mère transformée en quelque chose de tangible. J'avais hâte de le lui donner. J'avais juste besoin du bon moment, du moment parfait où il serait prêt à vraiment apprécier ce que cela signifiait. Ce moment n'est jamais venu, car au moment où Ryan est revenu à Dallas, il avait déjà rencontré Tessa Monroe et le fils que je pensais connaître était sur le point de devenir quelqu'un que je pouvais à peine reconnaître. Ryan a rencontré Tessa lors d'un événement de réseautage d'entreprise 6 mois après avoir obtenu son diplôme. Il est rentré ce soir-là avec une lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des années. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un », a-t-il dit, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine pendant que je nettoyais après une longue journée. Elle est incroyable, intelligente, belle, ambitieuse. Elle travaille dans le marketing pour la société d'investissement de son père. J'ai souri, sincèrement heureuse de le voir excité par quelque chose. Ça a l'air merveilleux, mon chéri. Comment s'appelle-t-elle? Tessa Monroe. Sa famille est très connue à Dallas. Son père, Victor. Il a bâti cet immense portefeuille. Plusieurs entreprises, de l'immobilier, tout ça. La façon dont il a prononcé le nom de Victor,
avec une sorte de révérence que je ne lui avais jamais entendu utiliser pour personne, a fait se serrer quelque chose dans ma poitrine, mais je l'ai mis de côté. Mon fils était amoureux. C'était censé être une bonne chose. Quand est-ce que je la rencontre? Ryan a hésité une seconde. Bientôt. Je veux m'assurer que les choses sont sérieuses d'abord. 3 mois plus tard, il l'a finalement amenée pour le dîner du dimanche. J'ai passé toute la journée à préparer. J'ai fait mes meilleurs plats, ceux qui avaient conquis d'innombrables clients et obtenu des critiques 5 étoiles, du poulet rôti aux herbes avec ail et romarin, des pommes de terre gratinées au gruyère, des haricots verts frais aux amandes, une tourte au chocolat qui a pris 4 heures du début à la fin. La table était mise avec ma belle vaisselle, celle que je n'utilisais que pour les occasions spéciales. Je portais un joli chemisier et un pantalon, j'ai mis un peu de maquillage. Je voulais faire bonne impression. Cette femme pourrait devenir ma belle-fille un jour, la mère de mes petits-enfants. Quand la sonnette a retenti à 18 heures, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Tessa Monroe se tenait sur mon porche, l'air de sortir d'un magazine de mode. Pull en cachemire couleur crème, pantalon sur mesure, des talons qui coûtaient probablement plus cher que toute ma tenue. Ses cheveux blonds tombaient en vagues parfaites, son maquillage impeccable. Elle tenait une bouteille de vin qui, j'ai appris plus tard, coûtait $140. Madame Carter, dit-elle en tendant une main avec un sourire qui montrait des dents très blanches et très droites. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Ryan m'a tant parlé. Appelez-moi Valérie, s'il vous plaît, ai-je dit en lui serrant la main. Sa poignée était ferme, confiante. Entrez. Entrez. Le dîner est presque prêt. Ryan l'a suivi à l'intérieur, sa main sur le bas de son dos, la regardant comme si elle était la seule personne dans la pièce. Je n'avais jamais vu mon fils regarder quelqu'un de cette façon. Pendant le dîner, Tessa a posé des questions polies sur la maison, sur Carter Events, sur la durée de mon séjour dans le quartier. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de demander, un ton subtil qui faisait que même les compliments ressemblaient à des observations de quelqu'un étudiant quelque chose de pittoresque. Ce poulet est délicieux, dit-elle en prenant une petite bouchée. Vous cuisinez comme ça pour vos événements? Merci. Et oui, tout ce que nous servons est fait maison. Ça a toujours été notre philosophie. Comme c'est charmant. La plupart des traiteurs de nos jours utilisent des produits pré-préparés pour gagner du temps. Ça doit être épuisant de tout faire à l'ancienne. À l'ancienne. Les mots ont atterri doucement mais délibérément. C'est ce qui nous distingue, ai-je dit d'une voix égale. Les gens peuvent sentir la différence. Oh, j'en suis sûr. Elle a souri. C'est juste un modèle qui demande beaucoup de travail. Ryan me disait que vous faites encore beaucoup de cuisine vous-même. Je supervise tous les menus et je m'occupe personnellement de nos événements de haut niveau. C'est très pratique. Elle a jeté un coup d'œil à Ryan. Tu aides aussi à la cuisine? Ryan s'est agité sur sa chaise. Je gère plutôt le côté commercial maintenant, les opérations, les relations clients, ce genre de choses. Ce qui est beaucoup plus logique pour quelqu'un avec ton éducation, a dit Tessa en lui touchant le bras. Un diplôme en commerce de Texas State devrait être bien utilisé dans la stratégie et la croissance, pas dans une cuisine. La façon dont elle l'a dit, pas dans une cuisine, ressemblait à un jugement sur tout ce que j'avais construit. J'ai gardé mon sourire en place. La cuisine est l'endroit où cette entreprise est née. C'est le cœur de tout ce que nous faisons. Bien sûr, a dit Tessa rapidement. Je ne voulais pas manquer de respect. C'est juste qu'il y a tellement de potentiel d'expansion. Ryan et moi en avons parlé en fait. Avec les bons investisseurs et une approche plus moderne, Carter Events pourrait prendre une envergure considérable. J'ai regardé Ryan. Tu as discuté de mon entreprise avec Tessa. Juste des idées, maman. Des moyens de nous développer. Mon père connaît plusieurs personnes dans l'hôtellerie, a ajouté Tessa. Il a mentionné qu'il serait heureux d'offrir ses conseils. Il a bâti 3 chaînes de restaurants à succès à partir de rien. C'était ça. Victor Monroe. Entrant dans la conversation comme une solution à un problème que je ne savais pas avoir. Le reste du dîner s'est poursuivi sur le même ton. Tessa a complimenté ma maison tout en suggérant des rénovations. Elle a loué mon entreprise tout en soulignant les inefficacités. Elle souriait chaleureusement tout en me faisant me sentir petite dans ma propre salle à manger. Quand ils sont partis ce soir-là, Ryan m'a embrassé sur la joue à la porte.
Merci pour le dîner, maman. Tessa t'a vraiment apprécié. Je les ai regardés marcher jusqu'à sa voiture, je l'ai regardé lui ouvrir la porte, je l'ai regardé rire de quelque chose qu'il a dit, et j'ai ressenti le premier vrai fil de peur de perdre mon fils dans un monde avec lequel je ne pouvais pas rivaliser. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré Victor Monroe. Ryan m'a invité à dîner dans un steakhouse du centre-ville, le genre avec des lambris en bois sombre et une carte des vins plus épaisse qu'un annuaire téléphonique. Les parents de Tessa nous rejoignaient, a-t-il dit. Une occasion pour les familles de se rencontrer. Victor Monroe était exactement ce à quoi je m'attendais. Grand, cheveux argentés, costume cher, le genre de poignée de main destiné à établir la domination. Sa femme, Patricia, était plus calme, élégante, parfaitement agréable de la manière dont les femmes riches le sont souvent lorsqu'elles sont polies avec des personnes qu'elles considèrent comme inférieures à elles. Alors, vous êtes la célèbre Valérie, a dit Victor, sa voix résonnant à travers la table. Ryan me dit que vous dirigez une petite entreprise de traiteur. Une petite entreprise, Carter Events, ai-je dit. Nous sommes en activité depuis 20 ans. Une longévité impressionnante pour une petite entreprise. La plupart ne dépassent pas 5 ans. Il a coupé son steak avec précision. Quel est votre chiffre d'affaires annuel si vous me permettez de demander? Cela me dérangeait, mais j'ai répondu quand même, en gardant ma voix stable. Victor a hoché la tête, sans être impressionné. Respectable pour un service de boutique. Avez-vous déjà envisagé de franchiser ou de faire appel à des capitaux extérieurs pour vous développer? Je préfère maintenir un contrôle direct sur la qualité. La qualité est importante, a-t-il convenu. Mais la croissance aussi. Une entreprise qui ne grandit pas est en train de mourir. C'est juste de l'économie. Ryan hochait la tête, absorbant chaque mot comme parole d'évangile. Le dîner a duré 2 heures, et à la fin, j'avais l'impression d'avoir été mesurée et jugée insuffisante. Victor a parlé de son empire, de ses relations, de sa vision de ce que Ryan pourrait devenir avec les bons conseils et les bonnes opportunités. Il ne m'a presque rien demandé sur moi-même au-delà des questions initiales sur mon entreprise. Quand nous nous sommes dit au revoir sur le parking, Victor m'a de nouveau serré la main. C'était un plaisir de vous rencontrer, Valérie. Je vois d'où Ryan tient son éthique de travail. Avec un peu de raffinement et le bon mentorat, il va faire de grandes choses. Raffinement. Mentorat. Comme si tout ce que j'avais appris à mon fils n'était qu'un brouillon, attendant que quelqu'un de meilleur le corrige. J'ai conduit jusqu'à la maison cette nuit-là, les mains serrées sur le volant, retenant des larmes que je refusais de laisser couler. Ryan m'a appelé le lendemain, excité. Victor t'a vraiment apprécié, maman. Il pense que nous devrions parler davantage de l'entreprise. Il a des idées qui pourraient vraiment nous aider. Nous. Comme si Victor faisait déjà partie de l'équation. C'est gentil, mon chéri, ai-je réussi à dire, mais je savais déjà que quelque chose de fondamental avait changé. Mon fils était attiré dans un monde où je n'étais plus la voix la plus importante de sa vie, et il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter. Les dîners du dimanche étaient notre tradition depuis aussi longtemps que je me souvienne. Chaque semaine, sans faute, Ryan venait et nous cuisinions ensemble, mangions ensemble, parlions de nos vies. C'était la seule constante qui nous unissait à travers son enfance, son adolescence, ses années d'université. Peu importe ce qui se passait d'autre, nous avions les dimanches. La première fois qu'il a annulé, il avait une bonne raison. La famille de Tessa organisait un brunch et elle voulait vraiment qu'il soit là. Je suis désolé, maman. On peut faire ça la semaine prochaine à la place. Bien sûr, mon chéri. La famille est importante. La deuxième annulation est arrivée 3 semaines plus tard, un événement de réseautage auquel Victor l'avait invité. C'est une très grande opportunité, maman. Des investisseurs majeurs seront là. Je comprends. Nous pouvons reprogrammer. Au 3e mois, les dîners du dimanche avaient lieu peut-être 2 fois, puis 1 fois, puis plus du tout. Ryan a commencé à arriver plus tard au bureau de Carter Events et à partir plus tôt. Quand il était là, il passait la plupart de son temps dans son propre bureau avec la porte fermée, prenant des appels qu'il disait importants mais n'expliquait jamais. La collaboration facile que nous avions autrefois, le partenariat que je pensais que nous construisions, a commencé à se tendre. Un après-midi de fin d'automne, j'ai frappé à la porte de son bureau pour discuter d'un mariage à venir que nous organisions. Il était au téléphone, mais il m'a fait signe d'entrer. Non, je suis tout à fait d'accord,
disait-il, son ton animé d'une manière que j'entendais rarement maintenant. L'ancien modèle ne fonctionne pas sur le marché actuel. Il faut de l'évolutivité, de l'efficacité, de la reconnaissance de la marque. Une pause. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il m'a jeté un coup d'œil, a levé un doigt. 1 minute. J'ai attendu, tenant le dossier avec les détails du mariage. Très bien, Victor. Je vais rassembler quelques chiffres et te les envoyer. Merci pour tes éclaircissements. Il a raccroché et m'a finalement regardé. Qu'y a-t-il, maman? Le mariage Morrison est dans 2 semaines. Je voulais revoir les sélections finales du menu avec toi. Ryan s'est penché en arrière dans sa chaise, l'air soudain fatigué. Peux-tu juste t'en occuper? Je fais confiance à ton jugement sur ce genre de choses. Ce genre de choses? Les menus que j'avais passé des heures à perfectionner. Les relations clients que j'avais soigneusement entretenues. Ryan, tu es le directeur des opérations. C'est une partie de ton travail. Je sais, mais je travaille sur quelque chose de plus grand en ce moment. La planification stratégique. Nous devons commencer à penser à la direction que prend cette entreprise, pas seulement à ce que nous servons lors d'événements individuels. Les événements individuels sont la façon dont nous gagnons de l'argent. C'est comme ça que nous avons bâti cette entreprise. Bâti, temps passé, a-t-il dit, et il y avait un ton tranchant dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Nous devons nous concentrer sur la croissance, l'expansion. Victor pense que nous devrions envisager d'ouvrir un 2e emplacement, peut-être même un 3e. Nous pourrions franchiser le modèle, faire entrer de vrais investisseurs. Victor pense, ai-je répété lentement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il a raison. Je pense que nous jouons petit alors que nous pourrions faire tellement plus. Jouer petit. L'œuvre de ma vie. Réduite à une phrase qui la faisait ressembler à un passe-temps. Ryan, cette entreprise fonctionne parce que nous maintenons un contrôle de la qualité. Parce que chaque événement reçoit une attention personnelle. Si nous nous développons trop vite, nous perdons ce qui nous rend spéciaux. Où nous évoluons, a-t-il rétorqué. Maman, j'aime ce que tu as construit. Vraiment, mais il y a une différence entre une entreprise de style de vie et une véritable société. Si nous voulons être compétitifs à un niveau supérieur, nous devons nous moderniser. Chaque mot semblait venir de la bouche de quelqu'un d'autre. Les mots de Victor, les mots de Tessa, pas ceux de mon fils. J'ai quitté son bureau sans discuter du mariage. Les changements sont venus lentement au début, puis plus rapidement. Ryan a commencé à pousser pour des décisions avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Il voulait passer à des ingrédients moins chers pour augmenter les marges bénéficiaires. Il voulait embaucher du personnel moins expérimenté à des salaires inférieurs. Il voulait rogner sur les détails sur lesquels je n'avais jamais rogné en 20 ans d'activité. C'est de l'économie de base, maman, a-t-il dit lors d'une discussion particulièrement animée. Tu laisses de l'argent sur la table en étant si précieuse sur chaque détail. Précieuse. Comme si se soucier de la qualité était un défaut de caractère. Nous nous sommes disputés plus souvent au cours de ces mois que pendant toute sa vie. Et chaque dispute se terminait de la même manière, avec Ryan frustré et moi me sentant comme si je me battais pour protéger quelque chose qu'il ne valorisait plus. Puis est venu le jour où il a demandé la propriété. Nous étions seuls au bureau après que tout le monde soit parti. Il s'est assis en face de mon bureau, son expression sérieuse. Maman, je pense qu'il est temps de parler de la planification de la succession. Planification de la succession? Ryan, j'ai 57 ans. Je ne prévois pas de prendre ma retraite de sitôt. Je ne te demande pas de prendre ta retraite. Je te demande de me donner une participation dans l'entreprise. Une vraie propriété, pas seulement un salaire. Je travaille ici depuis près de 2 ans maintenant. Je devrais avoir des parts. Mes mains sont devenues froides. Cette entreprise est ma retraite, Ryan. C'est ma sécurité. Et ça pourrait être notre avenir ensemble, mais j'ai besoin d'avoir un pouvoir réel pour prendre des décisions. En ce moment, tout doit passer par toi, et ça nous ralentit. Nous ralentit de quoi? D'atteindre notre potentiel. Il s'est penché en avant. Victor a dit qu'il serait prêt à investir si j'avais une participation majoritaire. Du vrai capital, maman. Assez pour nous développer correctement. C'était ça.
La main de Victor dans mon entreprise, utilisant mon fils comme point d'entrée. Non, ai-je dit doucement. Quoi? Non. Je ne te donne pas de participation majoritaire dans Carter Events, et je ne prends pas l'argent de Victor Monroe. Le visage de Ryan s'est durci. Pourquoi? Parce que tu ne me fais pas confiance. Parce que c'est l'œuvre de ma vie et je ne suis pas prête à la céder à quelqu'un qui veut changer fondamentalement tout ce que j'ai construit. Quelqu'un. Je suis ton fils. Alors agis comme tel, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Agis comme si tu comprenais ce que cette entreprise signifie, ce qu'il m'a coûté de la construire. Il s'est levé, la mâchoire serrée. Tu veux que je sois reconnaissant pour toujours? C'est ça? Tu veux que je passe toute ma vie à te remercier pour des sacrifices que je ne t'ai jamais demandé de faire? Les mots ont frappé comme une gifle. Je n'ai jamais demandé de gratitude, ai-je murmuré. Je voulais juste que tu t'en soucies. Ryan est parti sans un mot de plus. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon bureau à la maison et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé mon avocat, David Chen, un homme qui s'occupait de mes contrats commerciaux depuis 15 ans. David, je dois apporter des modifications à la structure de l'entreprise, des mesures de protection. Quel genre de mesures de protection? Le genre qui garantit que personne ne peut me prendre cette entreprise. Ni par la coercition, ni par la pression familiale, ni par quoi que ce soit. Il y eut une pause. Valérie, qu'est-ce qui se passe? Je protège ce que j'ai construit. Peux-tu m'aider ou non? Bien sûr, je peux t'aider. Au cours des 2 semaines suivantes, David a restructuré le cadre juridique de Carter Events. Nous avons créé des garanties qui assuraient que je conservais un contrôle total. Nous avons supprimé l'accès de Ryan à certains comptes. Nous avons précisé que l'emploi n'équivalait pas à la propriété et que tout transfert futur de l'entreprise serait entièrement à ma discrétion. Ryan ne le savait pas. Je ne lui ai pas dit. Mais j'ai mieux dormi en sachant que l'œuvre de ma vie était en sécurité, même si cela signifiait reconnaître que je ne pouvais plus faire confiance à mon propre fils. La distance entre nous s'est élargie. Il a complètement cessé de venir chez moi. Nos conversations au travail sont devenues purement professionnelles, de brefs échanges sur les horaires et les clients. La chaleur qui existait autrefois entre nous, l'affection facile de la mère et du fils, a disparu comme la brume matinale se dissipant sous un soleil ardent. Je me suis dit que c'était temporaire, qu'il traversait une phase, que finalement il se souviendrait de qui il était et reviendrait vers moi. Mais au fond, je savais que c'était faux. Je perdais mon fils au profit d'une version du succès qui n'avait rien à voir avec les valeurs que j'avais essayé de lui enseigner. Et le pire, c'est qu'il ne semblait même pas remarquer que je m'éloignais. Ou peut-être qu'il l'a remarqué et s'en fichait tout simplement. J'ai appris les fiançailles de Ryan sur Instagram. Pas par un appel téléphonique, pas en le voyant arriver à ma porte avec Tessa. Les yeux brillants d'excitation, demandant ma bénédiction. J'ai appris que mon fils unique allait se marier parce qu'une notification est apparue sur mon téléphone alors que je vérifiais des factures à ma table de cuisine. Ryan Carter est fiancé à Tessa Monroe. La photo les montrait sur une plage au coucher du soleil. La main de Tessa tendue vers l'appareil photo, un diamant captant la lumière dorée. Son sourire était radieux. Ryan avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des mois. La légende disait, elle a dit oui, excitée de commencer l'éternité avec ma meilleure amie. 247 personnes avaient déjà aimé. Je n'en faisais pas partie. Je suis restée assise là, à regarder l'écran de mon téléphone, attendant qu'il sonne. Sûrement, il appellerait. Sûrement, même avec tout ce qui s'était passé entre nous, il prendrait le téléphone et dirait directement à sa mère qu'il allait se marier. 1 heure passa, puis 2. Finalement, à près de 22 heures, mon téléphone a vibré. Un SMS. Salut, maman. Je voulais juste te faire savoir que j'ai demandé Tessa en mariage ce soir. Je sais que tu l'as probablement déjà vue en ligne. Nous sommes très heureux. Je t'appellerai bientôt pour parler des détails. Je l'ai lu 3 fois, cherchant une chaleur qui n'y était pas, cherchant quelque chose qui donnait l'impression qu'il se souvenait que j'étais sa mère et pas seulement une autre personne sur sa liste de contacts. J'ai tapé et effacé 4 réponses différentes avant de me décider pour « Félicitations, mon chéri. Je suis heureuse pour vous deux. » Il a renvoyé un emoji pouce levé. C'est tout. C'est comme ça que j'ai appris que j'allais avoir une belle fille. L'organisation du mariage s'est faite autour de moi, pas avec moi.
La mère de Tessa, Patricia, a immédiatement pris le contrôle. Elle connaissait une organisatrice, a-t-elle dit. Quelqu'un qui avait organisé des mariages pour plusieurs familles importantes de Dallas. Le lieu était déjà en discussion avant même que je sache quelle saison ils envisageaient. Quand j'ai finalement reçu un appel de Ryan 3 semaines après les fiançailles, il était bref et semblait obligatoire. Alors, on pense à juin prochain, a-t-il dit. Tessa veut un mariage d'été. Sa mère a des relations dans ce domaine à l'extérieur de la ville. Ça a l'air charmant. Comment puis-je aider? Une pause. On s'en occupe un peu, maman. Patricia est très expérimentée avec ce genre de choses et l'organisatrice qu'elle a engagée est de premier ordre, mais on te tiendra au courant. Au courant. Comme si j'étais une parente éloignée, pas la mère du marié. Ryan, j'aimerais être impliqué. C'est ton mariage. Je sais. Et tu le seras. On veut juste s'assurer que tout est bien fait. Tu sais, c'est un grand événement pour la famille de Tessa. Beaucoup de gens importants seront là. Des gens importants. La phrase flottait dans l'air entre nous. Et je ne suis pas importante. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu déformes mes paroles. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Il a soupiré. Ce sont particuliers d'exaspération que les enfants réservent aux parents qu'ils trouvent difficiles. Écoute, je ne veux pas me disputer à ce sujet. Tu seras impliqué. On s'assurera que tu aies ton mot à dire. Mais Tessa et sa mère ont une vision et je veux soutenir ça. Leur vision n'incluait pas beaucoup de place pour moi. J'ai été invité une fois pour le shopping de la robe. Patricia, Tessa, ses 2 sœurs, sa grand-mère, 3 demoiselles d'honneur, et moi. Nous sommes allés dans un salon de mariage qui servait du champagne et avait des cabines d'essayage privées plus grandes que mon premier appartement. Je me suis assise sur un canapé couleur crème à côté de la grand-mère de Tessa, toutes deux regardant Tessa essayer robe après robe. Chacune coûtait plus que ce que j'ai dépensé pour mon propre mariage, ma voiture et 3 mois d'hypothèque combinée. Qu'en penses-tu, Valérie, a demandé Tessa, sortant dans une robe de bal avec des couches de soie et de dentelle. Tu es magnifique, ai-je dit honnêtement. Mais. Tessa a penché la tête en souriant. Je sens qu'il y a un mais. Non, mais tu es éblouissante. Elle ressemble à une princesse, a déclaré Patricia. C'est celle-là. Et c'était tout. Mon opinion avait été demandée par formalité, rien de plus. Après, elles sont toutes allées déjeuner dans un restaurant où il fallait une réservation faite des semaines à l'avance. J'ai été invité, bien sûr, mais l'invitation semblait être de la politesse, pas un désir sincère de ma compagnie. En fait, je dois retourner au travail, ai-je dit. Mais merci. Oh, c'est dommage, a dit Patricia, se tournant déjà pour dire à l'hôtesse qu'il y aurait une table pour 8 au lieu de 9. Je suis retourné à mon bureau en voiture et j'ai pleuré sur le parking pendant 20 minutes avant d'entrer. La fête de fiançailles a eu lieu dans la maison de la famille Monroe, un immense domaine avec des jardins manucurés et une liste d'invités qui ressemblait au Westwood de la société de Dallas. J'ai reçu une invitation par la poste, formelle et en relief, la même que tout le monde. J'ai porté ma plus belle robe, j'ai apporté une bouteille de vin cher et je me suis présenté avec un sourire qui semblait pouvoir me fissurer le visage. Ryan m'a accueilli à la porte avec une brève étreinte. Merci d'être venu, maman. Bien sûr, je ne l'aurais pas manqué. La mère de Tessa a fait un travail incroyable avec tout, n'est-ce pas? C'est incroyable. J'ai regardé les arrangements floraux qui coûtaient probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. La nourriture traiteur d'un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler. Le quatuor à cordes jouant dans le coin. C'est magnifique, ai-je dit. Et ça l'était. Mais c'était aussi un monde auquel je n'appartenais pas rempli de gens qui parlaient un langage de country club, de semaines en yacht et de résidences d'hiver. J'ai fait la conversation quand on m'adressait la parole. J'ai souri poliment et j'ai essayé de ne pas me sentir comme le personnel. À un moment donné, je me suis retrouvé seul près de l'entrée du jardin, regardant Ryan et Tessa se déplacer dans la foule. Ils étaient dorés ensemble, jeunes, beaux et aimés. Tout le monde voulait leur parler, être près d'eux, se prélasser dans leur bonheur. Vous devez être si fiers, a dit une femme à côté de moi. Je ne connaissais pas son nom, mais elle avait l'air de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié de l'argent un seul jour de sa vie. Je le suis, ai-je dit. Victor et Patricia ont été merveilleux avec Ryan, n'est-ce pas? Le prendre sous leur aile comme ça.
Le prendre comme s'il était un orphelin ayant besoin de secours. Ils ont été très généreux, ai-je réussi à dire. Eh bien, il a de la chance de se marier dans une famille si bien établie. Le nom Monroe ouvre beaucoup de portes. Elle s'est éloignée avant que je puisse répondre, me laissant là avec le goût amer d'être effacé de l'histoire de mon propre fils. J'ai quitté la fête tôt. Personne ne l'a remarqué. Les mois entre les fiançailles et le mariage ont été marqués par des SMS occasionnels et des appels téléphoniques encore moins fréquents. Ryan était occupé, disait-il. Tant de choses à planifier, tant de décisions à prendre. Le travail était intense. Tessa avait besoin de lui. J'ai cessé de le contacter autant. À quoi bon? Chaque conversation ressemblait à une intrusion dans une vie dont je ne faisais plus partie. Le fonds RF, pendant ce temps, continuait de croître. Je l'alimentais fidèlement, comme je l'avais toujours fait. C'était devenu automatique, une habitude née de l'amour et de l'espoir que peut-être, d'une manière ou d'une autre, cet argent serait la chose qui montrerait enfin à Ryan que j'avais toujours pensé à lui, que j'avais sacrifié, épargné et planifié pour son bonheur. Le solde a atteint 283 000 $ en février. J'ai regardé ce chiffre sur l'écran de mon ordinateur un soir, assis seul dans mon bureau à la maison, et je me suis demandé si mon fils le méritait encore. Je me suis demandé si lui donner cet argent signifierait quelque chose pour quelqu'un qui mesurait maintenant la valeur en adhésion à des country clubs et en portefeuille d'investissement. Mais il était toujours mon fils et je l'aimais toujours, même quand l'aimer faisait plus mal que je ne le pensais possible. Alors j'ai continué à épargner, à espérer, à croire que peut-être, le jour de son mariage, quand je lui remettrais ce chèque, quelque chose changerait. Il verrait ce que j'avais fait. Il se souviendrait qu'avant Tessa, avant Victor, il y avait une mère qui s'était épuisée au travail pour lui donner une vie sans difficulté. Peut-être qu'il reviendrait vers moi. C'était un espoir insensé avec le recul. Mais l'espoir est la dernière chose qu'une mère abandonne, même quand toutes les preuves lui disent qu'elle devrait. J'ai assisté au dîner de répétition dans une simple robe noire, je me suis assise à une table près du fond et j'ai regardé mon fils rire aux blagues de Victor. Je suis rentré tôt, encore une fois sans que personne ne le remarque, et je me suis accordé une nuit de deuil complet. Puis je me suis réveillé, je me suis habillé et je me suis préparé à assister au mariage de mon fils la tête haute et le cœur brisé soigneusement caché. Je n'avais aucune idée que dans un mois, tout changerait. Que l'humiliation que j'ai ressentie à cette fête de fiançailles n'était rien comparé à ce qui allait arriver et que le fond R que j'avais si soigneusement construit deviendrait l'arme dont je n'avais jamais su que j'avais besoin. Le 16 mars est arrivé avec un temps parfait, ce qui a en quelque sorte tout aggravé. L'invitation spécifiait une tenue de soirée, ce qui signifiait que j'ai dépensé de l'argent que j'aurais normalement économisé pour une nouvelle robe. Bleu marine, élégante, appropriée pour une mère assistant à la célébration d'anniversaire de son fils. Je me suis fait coiffer dans un salon, j'ai appliqué mon maquillage avec plus de soin que d'habitude et j'ai essayé de me convaincre que ce soir serait différent. Que peut-être, dans une salle pleine de célébrations, Ryan se souviendrait de m'inclure. J'aurais dû mieux savoir. L'hôtel Riverside Grand était le genre d'endroit qui vous faisait vous sentir petit dès que vous franchissiez les portes. Sol en marbre, cristal partout, personnel en uniforme qui coûtait probablement plus cher que ma robe. Un portier m'a dirigé vers la salle de bal au 3e étage, et j'ai pris l'ascenseur avec l'estomac noué. Les portes se sont ouvertes pour révéler une scène digne d'un magazine. La pièce brillait d'une douce lumière dorée provenant de luminaires que je ne pouvais nommer. Des tables rondes drapées de nappes crème remplissaient l'espace. Chaque centre de table était un arrangement de roses blanches et de verdure qui devait coûter une fortune. Un orchestre jouait du jazz dans le coin et des serveurs se déplaçaient dans la foule avec des plateaux de champagne et des hors-d'œuvre qui ressemblaient à de petites œuvres d'art. 200 personnes, disait l'invitation. En regardant autour de moi, je le croyais. J'ai pris un verre de champagne d'un serveur qui passait, plus pour avoir quelque chose à tenir que parce que j'en avais envie. Puis j'ai cherché mon fils dans la foule. Ryan se tenait près du bar, entouré d'hommes en costume cher. Il était beau dans son smoking, confiant d'une manière qui me remplissait à la fois de fierté et de tristesse. Cette version de mon fils, soigné et sophistiqué, semblait être quelqu'un que je rencontrais pour la première fois. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. J'ai souri, j'ai commencé à me diriger vers lui. Il a détourné le regard, pas de manière évidente, pas impoliment, juste un subtil changement d'attention vers sa conversation comme s'il ne m'avait pas vu du tout. J'ai arrêté de marcher. Tessa est apparue à ses côtés quelques instants plus tard,
vêtue d'un vert émeraude qui lui donnait l'air à la fois d'une vieille fortune et d'une beauté nouvelle. Elle a chuchoté quelque chose à l'oreille de Ryan. Il a ri, l'a serré contre lui, a embrassé sa tempe. Il semblait appartenir à cette pièce, avec ses gens, dans cette vie. J'avais l'air d'être arrivé d'un autre endroit. J'ai trouvé une table près du fond et je me suis assise, regardant la célébration se dérouler autour de moi. Les gens se saluaient avec familiarité, échangeaient des blagues d'initiés, discutaient de résidences secondaires et d'affaires. Une femme à la table voisine se plaignait que sa villa en Toscane avait besoin de rénovation. Un homme derrière moi débattait de la voiture de luxe à acheter pour la remise de diplôme de sa fille. J'ai siroté mon champagne et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que Ryan m'avait appelé juste pour parler. Le dîner a été annoncé. Les gens ont trouvé leur place. J'ai remarqué avec un sentiment de naufrage qu'il y avait des cartons de placement à chaque couvert. J'étais à la table 17, près du coin arrière, assise avec des gens que je n'avais jamais rencontrés. Des collègues de Victor, j'ai appris lors de conversations maladroites. Des gens assez gentils, mais des étrangers qui n'avaient aucune idée de qui j'étais ou pourquoi j'étais là. Ryan était assis à la table d'honneur avec Tessa, Victor, Patricia et ceux qui semblaient être leurs amis les plus proches. Il n'a jamais regardé dans ma direction. Pas une seule fois pendant l'entrée, le plat principal ou la conversation qui se déroulait aux tables plus proches de l'avant. J'ai picoré ma nourriture, sans rien goûter, et je me suis senti invisible. Puis est venu le gâteau. Il est arrivé sur un chariot sous des applaudissements réels. 4 étages de chocolat noir décorés de feuilles d'or qui captaient la lumière, surmontés de cierges magiques qui crépitaient et lançaient des étincelles comme de minuscules feux d'artifice. C'était excessif et magnifique et exactement le genre de choses qui se photographierait bien pour Instagram. L'orchestre a cessé de jouer. Les lumières se sont légèrement tamisées. Ryan s'est levé et quelqu'un lui a tendu un microphone. Merci beaucoup à tous d'être ici ce soir, a-t-il commencé, sa voix amplifiée par des haut-parleurs. La salle s'est tue immédiatement. 200 visages se tournant vers lui avec une attention chaleureuse. Cette année a été incroyable, et je suis si reconnaissant de partager cette célébration avec les personnes qui comptent le plus. Il a fait un geste vers Tessa, qui lui a souri. Ma fiancée extraordinaire qui rend chaque jour meilleur simplement en existant. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Applaudissements. Sifflet. Quelqu'un a crié, bien dit. Et bien sûr, a continué Ryan, je dois remercier Victor et Patricia Monroe qui ont complètement changé ma vie. Ils m'ont accueilli dans leur famille, m'ont montré à quoi ressemble le vrai succès, et m'ont appris plus sur les affaires en 2 ans qu'en 4 ans d'université. Plus d'applaudissements. Victor a levé son verre depuis son siège, l'air satisfait. J'ai attendu. Mes mains se sont agrippées au bord de la table, les jointures blanches sous la nappe. Sûrement maintenant. Sûrement il me mentionnerait. Même juste une phrase, même juste une reconnaissance que sa mère était dans la pièce. Beaucoup de gens ont posé des questions sur cette fête, a dit Ryan. Et il y a eu un changement dans son ton. Quelque chose de plus léger, de plus décontracté. Comment nous l'avons organisé, ce qu'elle a coûté, qui s'est occupé de tout. Ma poitrine s'est serrée. Je veux juste clarifier quelque chose. Il a fait une pause, a souri à la foule comme s'il allait partager quelque chose d'amusant. Victor a tout payé ce soir. La salle, la nourriture, l'orchestre, les décorations, tout ça. La salle était silencieuse. Écoutant. Ma mère n'a rien payé de tout ça. Il a ri, d'un rire léger et facile. Elle n'a même pas payé le gâteau. Des rires ont éclaté dans la salle. Bon enfant, décontracté, le genre de rire qui vient quand quelqu'un fait une blague qui tombe juste. Mais ce n'était pas une blague. J'ai senti 200 paires d'yeux se tourner vers moi. Certaines personnes semblaient amusées. D'autres semblaient mal à l'aise. La plupart ont rapidement détourné le regard, embarrassés pour moi. Mon visage brûlait, ma gorge se serrait, ma vision s'est légèrement brouillée sur les bords. Ryan était déjà passé à autre chose, levant son verre. Alors, à Victor pour avoir rendu cette soirée possible. Et à vous tous d'être ici. Mangeons du gâteau. Santé. Applaudissements. L'orchestre a recommencé à jouer, et je suis resté assise là, paralysée, pendant que la salle célébrait autour de moi. Il m'avait humiliée devant tout le monde. M'avait fait paraître petite, insignifiante et inutile.
avait clairement montré que je n'avais contribué en rien à ce moment, à cette célébration, à cette vie qu'il construisait. Le pire, c'est qu'il ne semblait pas réaliser qu'il avait fait quelque chose de mal. Il riait, coupait le gâteau avec Tessa, posait pour des photos. Ce n'était qu'un commentaire anodin pour lui. Une clarification désinvolte qui ne signifiait rien. Pour moi, c'était tout. J'ai posé ma serviette avec des mains qui tremblaient légèrement. J'ai pris mon petit sac à main. Je me suis levé. Personne n'a remarqué. Je suis sorti de cette salle de bal le dos droit et la tête haute, me déplaçant dans la foule comme un fantôme, passant devant les tables d'étrangers, devant les centres de table coûteux, devant la vie que mon fils avait choisie et qui n'avait pas de place pour moi. Le couloir était heureusement vide. J'ai atteint l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai attendu pendant que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Les portes se sont ouvertes. Je suis entré. Et au moment où elles se sont fermées, me coupant de la fête, des gens et du fils qui venaient de me briser le cœur devant 200 témoins, je me suis laissé le ressentir. Le hall était silencieux. J'ai traversé en pilote automatique, passant devant le portier qui m'a souhaité une bonne soirée, jusqu'au parking où ma voiture était garée sous les lampadaires. Je suis monté, j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et puis je me suis effondré. J'ai pleuré comme on pleure quand quelque chose de fondamental se brise en vous. Des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout mon corps. J'ai pleuré pour le garçon qui me tenait la main pour traverser la rue, pour l'adolescent qui m'aidait à charger les camionnettes de traiteur sans qu'on le lui demande, pour le jeune homme que je pensais élevé pour être gentil, loyal et bon. J'ai pleuré pour la mère que j'avais été, qui s'était épuisée au travail, croyant que cela compterait, qui avait économisé chaque dollar qu'elle pouvait, qui avait bâti une entreprise avec des mains en sang et un dos endolori parce qu'elle pensait construire un héritage pour son fils. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Puis je suis resté assise dans le silence de ma voiture, ne regardant rien, me sentant vide, creuse et fini. C'est là que la clarté est venue. Pas d'un coup, pas comme un éclair, mais lentement, comme l'aube se levant après la plus longue des nuits. Je n'ai pas perdu mon fils ce soir. Je l'avais déjà perdu des mois, peut-être des années auparavant. Au moment où il a décidé que l'approbation de Victor comptait plus que mon sacrifice. Au moment où il a regardé tout ce que j'avais construit et y a vu quelque chose à améliorer plutôt que quelque chose à honorer. Je m'étais accroché à une version de Ryan qui n'existait plus. Peut-être que cette version n'a jamais existé. Peut-être que j'avais été si occupé à être la mère que je pensais qu'il avait besoin que je n'ai jamais vu qui il était vraiment. Mais je le voyais maintenant. Et le voir signifiait que je pouvais enfin lâcher prise. J'ai démarré la voiture, j'ai conduit à travers les rues vides jusqu'à la maison, je suis entré chez moi et je suis allé directement à mon bureau. Le fonds R était là, sur mon ordinateur, attendant. 283 000 $. Des années de sacrifices transformés en chiffres sur un écran. J'ai regardé ce compte pendant un long moment. Puis j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à faire une liste, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'allais reprendre. Au lever du soleil, je savais exactement ce que j'allais faire. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que du chagrin. Je me sentais puissante. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assise à mon bureau avec une tasse de café qui a refroidi pendant que je regardais des chiffres qui représentaient 20 ans de choix. Le compte du fonds RF, les documents de structure de l'entreprise, le testament que j'avais rédigé il y a 3 ans et qui laissait tout à Ryan. Tout ce que j'avais construit, je l'avais construit pour lui. C'était la vérité que je devais affronter dans les heures calmes avant l'aube. Chaque long service, chaque événement social manqué. Chaque fois que j'ai choisi le travail plutôt que le repos, l'épargne plutôt que la dépense, le sacrifice plutôt que le confort, tout avait été pour Ryan, pour qu'il n'ait jamais à lutter comme je l'ai fait. Pour qu'il hérite de la sécurité, des opportunités et des fondations que je n'ai jamais eues. J'avais consacré toute ma vie à m'assurer que mon fils irait bien. Et il venait de dire à 200 personnes que je ne lui avais même pas acheté de gâteau. À 5h30 du matin, j'ai affiché le compte du fonds RF une dernière fois. 283 412 $. Des années de dépôt silencieux. De l'argent mis de côté lors d'événements rentables. Des primes que je m'étais données mais que je n'avais jamais dépensées. Des augmentations que je n'avais jamais prises pour que l'entreprise puisse se renforcer. J'avais imaginé donner cela à Ryan le jour de son mariage. J'avais imaginé son visage quand il réaliserait ce que j'avais fait. J'avais imaginé qu'il comprendrait enfin la profondeur de l'amour d'une mère.
Ce fantasme est mort quelque part entre sa blague cruelle et ce moment. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé David Ward. Il était tôt, mais David était le genre d'avocat qui répondait à son téléphone à toute heure pour les clients en qui il avait confiance. Valérie. Sa voix était rauque de sommeil. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de te voir aujourd'hui, à la première heure, avant l'ouverture du bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je réécris mon avenir. Peux-tu me rencontrer à cette heure? Il y eut une pause. Puis, je serai là. Le bureau de David se trouvait dans un modeste immeuble du centre-ville, le genre d'endroit qui privilégiait la substance à l'apparence. Je suis arrivé à 6h50 et j'ai attendu dans ma voiture jusqu'à ce que je voie ses lumières s'allumer. Puis je suis entré, portant un dossier avec tous les documents dont je pensais que nous pourrions avoir besoin. Il m'a regardé de l'autre côté de son bureau, l'inquiétude claire dans ses yeux. Parle-moi. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de la fête, du commentaire de Ryan, de l'érosion lente de notre relation au cours des 2 dernières années, de la prise de conscience que je m'étais accroché à quelqu'un qui n'existait plus. Je veux faire des changements, ai-je dit quand j'ai eu fini. De grands changements. Quel genre de changement? Le fonds R. Je veux que Ryan soit retiré comme bénéficiaire immédiatement. David a hoché la tête lentement. Ce compte est à ton nom. Tu peux le rediriger comme tu le souhaites. Sais-tu où tu veux que l'argent aille à la place? J'avais réfléchi à cela toute la nuit. Je veux créer un fonds de bourse d'études pour les mères célibataires qui vont à l'école de cuisine. Des femmes qui essaient de construire quelque chose à partir de rien, comme je l'ai fait. David a pris des notes. C'est faisable. Quoi d'autre? L'entreprise. Ryan a accès à certains comptes, une autorité opérationnelle que je lui ai donnée quand je pensais que nous construisions cela ensemble. Je veux que tout cela soit supprimé. Supprimé? Tu veux le virer? Non. Je me suis surprise par la réponse. Pas encore. Mais je veux que son accès soit limité à exactement ce dont il a besoin pour faire son travail et rien de plus. Pas d'autorité financière, pas de pouvoir de décision. Il est un employé, David. C'est tout ce qu'il aurait dû être. Compris. Et pour le transfert de propriété? La dernière fois qu'on a parlé, tu envisageais de le faire copropriétaire éventuellement. Ça n'arrivera plus jamais maintenant. Je veux que la structure de l'entreprise soit verrouillée de sorte que même s'il m'arrive quelque chose, Ryan ne puisse pas hériter de la participation majoritaire. À qui voudrais-tu qu'elle aille? J'ai pensé à Dana, ma nièce qui travaillait chez Carter Events depuis 6 ans. Dana, qui arrivait tôt et restait tard, qui se souciait de la qualité comme moi, qui comprenait que cette entreprise était bâtie sur les relations et la réputation, pas seulement sur les marges bénéficiaires. Je dois réfléchir à cette partie, ai-je dit. Mais je sais que ce ne sera pas Ryan. David m'a regardé un long moment. Valérie, je dois te demander. Es-tu sûr? Ce sont des changements permanents. Une fois que nous l'aurons retiré comme bénéficiaire, une fois que nous aurons restructuré son rôle, il n'y aura pas de retour en arrière facile. Je suis sûr. Même s'il s'excuse, même si les choses s'améliorent. Elles ne s'amélioreront pas. Et même si c'était le cas, il doit apprendre que les actions ont des conséquences. Qu'on ne peut pas traiter les gens, surtout sa propre mère, comme s'ils étaient jetables et s'attendre à ce que tout reste pareil. David a hoché la tête. Très bien, alors commençons. Nous avons passé les 3 heures suivantes à examiner des documents, des formulaires de désignation de bénéficiaires pour le fonds R, des documents de structure d'entreprise pour Carter Events, des autorisations d'accès mises à jour pour les comptes bancaires et les relations avec les fournisseurs. Chaque signature que j'apposais me donnait l'impression de reprendre une partie de moi-même que j'avais donnée trop librement. À 10 heures du matin, c'était fait. Le fonds RF serait transféré sur un nouveau compte de bourse d'études dans les 48 heures. Le nom de Ryan a été retiré de tous les documents où il n'était pas absolument nécessaire. Son accès aux finances de l'entreprise était désormais limité à la consultation seule. Pas de transfert, pas d'autorisation, pas de pouvoir. Combien de temps avant qu'il ne s'en aperçoive, ai-je demandé à David. Ça dépend du moment où il essaiera d'accéder à quelque chose qu'il ne peut plus. Ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être la semaine prochaine. Il sera en colère, probablement. Es-tu prête pour ça? J'ai pensé à la fête. À être assise dans cette salle de bal en me sentant petite et indésirable.
À pleurer dans ma voiture pendant que mon fils célébrait sans remarquer que j'étais parti. Je suis prête, ai-je dit. Je suis allé au bureau après, entrant comme si c'était un jour normal. Mon personnel m'a accueilli avec sa chaleur habituelle. Dana était déjà dans la cuisine à préparer un événement pour ce week-end. « Bonjour, tante Val », a-t-elle lancé. « Le café est frais. »« Merci, ma chérie. » Je me suis versé une tasse et je l'ai regardée travailler. Elle se déplaçait dans l'espace avec confiance et soin, traitant les ingrédients avec respect, vérifiant chaque détail. Elle avait la gentillesse de sa mère et sa propre force tranquille. Je ne lui avais jamais assez rendu hommage pour ce qu'elle apportait à cette entreprise. Cela allait changer. Ryan est arrivé vers 11 heures, plus tard qu'avant, avec un café de l'endroit cher à 3 pâtés de maison au lieu de boire ce que nous faisions ici. Il m'a fait un signe de tête en se dirigeant vers son bureau, à peine un bonjour. Je lui ai rendu son signe de tête et n'ai rien dit. Laissez-le avoir sa journée normale. Laissez-le penser que tout allait bien. Demain, ou le lendemain, ou chaque fois qu'il essaierait d'accéder à un compte qu'il pensait être sous son contrôle, il apprendrait différemment. J'ai travaillé pendant le déjeuner, examinant des contrats et planifiant des menus. Vers 14 heures, mon téléphone a vibré avec un SMS de David. Transfert de fonds initié. Le compte de bourse sera actif d'ici la fin de la semaine. Les changements d'entreprise sont déposés auprès de l'État. Tout est verrouillé. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai rangé mon téléphone. C'était fait. 20 ans de sacrifices redirigés en une seule matinée. Un avenir que j'avais soigneusement construit, démantelé avec quelques signatures et appels téléphoniques. J'aurais dû me sentir triste, coupable ou en conflit. Au lieu de cela, j'ai ressenti du soulagement. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, j'avais pris une décision basée sur ce que je méritais au lieu de ce que quelqu'un d'autre avait besoin de moi. J'avais tracé une ligne et dit, plus jamais. J'avais repris le contrôle de ma propre vie. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je me suis préparé un vrai dîner. Pas quelque chose de rapide, pas les restes d'un événement de traiteur. J'ai fait des pâtes fraîches, une simple sauce marinara avec du basilic frais de mon jardin, une salade avec une bonne huile d'olive. J'ai mis la table correctement, allumé une bougie, versé un verre de vin, et j'ai mangé seul dans ma cuisine, goûtant chaque bouchée, me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois. Mon téléphone est resté silencieux sur le comptoir. Ryan n'a pas appelé. Il n'avait pas appelé depuis des semaines, sauf s'il avait besoin de quelque chose. Mais c'était bien maintenant, car j'avais enfin arrêté d'attendre qu'il se souvienne que j'existais. Je m'étais souvenu de moi-même à la place. Et demain, quand il découvrirait ce que j'avais fait, quand le téléphone commencerait à sonner et que les questions commenceraient à arriver, je serais prête. Pas avec des excuses, pas avec des explications qui justifiaient mes choix, juste avec la simple vérité. J'aimais mon fils, mais je m'aimais plus. Et ce n'était pas quelque chose pour lequel j'avais besoin de sa permission. Dana est entrée dans mon bureau 3 jours après ma rencontre avec David. Elle portait 2 tasses de café et arborait l'expression inquiète de quelqu'un qui avait rassemblé son courage. « Tante Val, tu as une minute ?» J'ai levé les yeux de la planification du menu que j'étais en train de revoir. « Bien sûr. Assieds-toi. » Elle s'est installée dans le fauteuil en face de mon bureau, posant un café devant moi. Je voulais te parler de quelque chose et je ne sais pas vraiment comment le dire. Dis-le simplement, ma chérie. Nous n'avons jamais eu de mal à être honnêtes l'une envers l'autre. Dana a pris une profonde inspiration. Est-ce que tout va bien? Entre toi et Ryan? Je veux dire, l'ambiance au bureau est vraiment bizarre ces derniers temps, et je sens que quelque chose se passe. Je n'aurais pas dû être surprise qu'elle l'ait remarqué. Dana était là depuis assez longtemps pour savoir quand les choses n'allaient pas, et elle était perspicace d'une manière qui venait du fait de prêter réellement attention aux gens. Les choses sont compliquées en ce moment, ai-je dit prudemment. Est-ce à cause de Tessa ou de sa famille? C'est parce que Ryan a oublié d'où il vient. Et j'ai réalisé que je ne peux pas continuer à prétendre que ça va changer. Dana a hoché la tête lentement. J'ai remarqué qu'il agissait différemment, plus dédaigneux, surtout envers toi. Ça me met en colère. Honnêtement, tu as construit toute cette entreprise pour lui. Je pensais l'avoir fait, ai-je dit. Mais peut-être que je l'ai en fait construite pour moi-même et que je ne le savais pas encore. Elle a souri un peu à cela. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es une femme d'affaires incroyable.
Ce que tu as créé ici, ce n'est pas seulement une entreprise de traiteurs. C'est une réputation, une norme. Les gens font confiance à Carter Events parce qu'ils te font confiance. Ces mots ont apaisé quelque chose dans ma poitrine que je n'avais pas réalisé être agité. Dana, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi es-tu venu travailler ici il y a 6 ans, fraîchement sorti de l'université? Tu aurais pu aller n'importe où, faire n'importe quoi. Pourquoi ici? Elle n'a pas hésité. Parce que tu m'as inspiré. En grandissant, en te regardant construire cette entreprise à partir de rien, en te regardant te battre pour chaque client et chaque opportunité. Je voulais faire partie de quelque chose comme ça, quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Et maintenant, ressens-tu toujours la même chose? Plus que jamais. J'adore ce que nous faisons ici, Tante Val. J'adore que nous nous soucions de la nourriture, de la présentation, de rendre les événements des gens spéciaux. C'est rare. La plupart des entreprises de cette taille ont perdu cette touche personnelle. J'ai regardé ma nièce, vraiment regardé, 28 ans, intelligente et dévouée, avec tout son avenir devant elle. Elle avait les yeux de sa mère et le sens pratique de son père, mais elle avait aussi quelque chose d'autre. Une véritable passion pour ce travail que Ryan n'avait jamais vraiment eu. Ryan voyait l'entreprise comme un véhicule. Dana la voyait comme une vocation. Et si je te disais que je voulais faire des changements, ai-je dit. De grands changements dans la structure de cette entreprise. Quel genre de changement? Le genre où tu aurais une réelle autorité, une réelle propriété. Pas un jour, pas éventuellement, bientôt. Les yeux de Dana se sont écarquillés. Tante Val, qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai besoin de savoir que cette entreprise sera prise en charge par quelqu'un qui la valorise comme je le fais. Quelqu'un qui comprend que le succès ne se résume pas aux marges bénéficiaires et à l'expansion. C'est une question d'intégrité, de relation et de faire un travail dont on peut être fier. Mais Ryan est ton fils. Tout le monde suppose qu'il prendra la relève un jour. Tout le monde s'est trompé, ai-je dit doucement. Ryan a très clairement montré qu'il ne valorise pas ce que j'ai construit. Il veut le transformer en quelque chose que je ne reconnais pas, et je ne peux pas laisser cela se produire. Dana est restée silencieuse un moment, en train de digérer. Qu'est-ce que tu me demandes? Je te demande si tu serais intéressé à devenir partenaire. De vraie part, Dana. Un chemin vers la propriété majoritaire quand je serai prête à me retirer. Cette entreprise serait à toi de la diriger. J'ai regardé les émotions traverser son visage. Le choc, l'incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Tu es sérieuse? Complètement. J'ai déjà parlé avec mon avocat de la restructuration. Je voulais te parler avant de rendre cela officiel, mais oui, je suis sérieuse. Les yeux de Dana se sont remplis de larmes. Tante Val, je ne sais pas quoi dire. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, mais je n'ai jamais pensé que c'était possible. Je pensais que Ryan allait toujours être l'héritier présomptif. Ryan a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. Elle a essuyé ses yeux, riant un peu à travers les larmes. Ma mère va devenir folle, dans le bon sens. Elle s'est toujours inquiétée que je gaspille mon potentiel ici. Tu n'as jamais gaspillé une seule journée. Tu as mérité ça, Dana. Pas parce que tu es de la famille, mais parce que tu es excellente dans ce que tu fais. Quand est-ce que ça arriverait? Les documents peuvent être prêts d'ici 2 semaines. Nous commencerons avec 25% de participation, avec un accord stipulant que cela augmentera au cours des 5 prochaines années jusqu'à ce que tu détiennes la participation majoritaire. Tu seras nommée directrice des opérations immédiatement, ce qui s'accompagne d'un pouvoir de décision complet. Dana s'est levée, a contourné le bureau et m'a serré fort dans ses bras. Merci. Merci de m'avoir vu, de m'avoir fait confiance. Je l'ai serré en retour, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Merci d'être quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Les formalités ont pris exactement 12 jours. David a travaillé avec un avocat d'affaires pour tout rédiger correctement, accord de partenariat, certificat d'action, document d'exploitation mis à jour nommant Dana comme ma successeur et supprimant toute mention suggérant que Ryan avait une participation future. J'ai tout signé au bureau de David un mardi matin. Dana a signé cet après-midi-là, sa main tremblant légèrement en posant le stylo sur le papier. C'est réel maintenant, dit-elle en regardant les documents. C'est réel, ai-je confirmé.
Quand vas-tu le dire à Ryan? Je ne le ferai pas. Il le découvrira par lui-même. Le même après-midi, j'ai envoyé un email à tout le personnel de Carter Events. Court, professionnel et direct. À compter d'aujourd'hui, Dana Williams est promue au poste de directrice des opérations et partenaire minoritaire de Carter Events. Elle aura une autorité opérationnelle complète et sera ma partenaire principale dans toutes les décisions commerciales à l'avenir. Veuillez vous joindre à moi pour la féliciter pour cette promotion bien méritée. J'ai mis Ryan en copie de l'email. Les réponses sont arrivées en quelques minutes. Félicitations du personnel. Excitation. Vœux. Tous ceux qui travaillaient régulièrement avec Dana savaient qu'elle le méritait. La réponse de Ryan est arrivée 20 minutes plus tard. Une seule ligne. Pouvons-nous parler en personne? J'ai répondu. Je suis dans mon bureau. Il est apparu à ma porte 5 minutes plus tard, tenant son téléphone, le visage tendu de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Qu'est-ce que c'est? Il a brandi son téléphone, montrant mon email. Exactement ce qu'il dit. Dana est maintenant directrice des opérations et partenaire de l'entreprise. Depuis quand prends-tu des décisions comme ça sans me parler? Depuis que c'est mon entreprise et que je peux la diriger comme je l'entends. Ryan est entré dans le bureau et a fermé la porte derrière lui. Maman, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je suis bloqué de la moitié des comptes. Maintenant, Dana est soudainement partenaire. Qu'est-ce que tu fais? Je protège ce que j'ai construit et je donne l'autorité à quelqu'un qui l'a mérité. Et je ne l'ai pas mérité. Je travaille ici depuis 2 ans. Tu as travaillé ici tout en essayant activement de tout changer dans notre façon de fonctionner, en introduisant les idées de Victor dans mon entreprise sans ma permission, en montrant très clairement que tu penses que ce que j'ai construit doit être réparé. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu me traites comme si j'étais un obstacle au lieu de la personne qui t'a donné cette opportunité en premier lieu. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Est-ce à propos de la fête? De ce que j'ai dit? C'est à propos de tout. La fête a juste été le moment où j'ai enfin vu clairement. Je ne voulais rien dire par ce commentaire, maman. C'était une blague. Ce n'était pas drôle. Et le fait que tu ne comprennes toujours pas pourquoi ça me blesse me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur notre situation. Il a passé une main dans ses cheveux, agité. Et alors? Tu me punis en donnant mon avenir à Dana. Ce n'a jamais été ton avenir, Ryan. Tu as juste supposé que c'en était un. J'ai supposé que c'en était un. Nous avions tous les deux tort. Est-ce que Victor est au courant de ça? La question m'a fait rire. Pourquoi Victor serait-il au courant de mes décisions commerciales? Il n'a rien à voir avec Carter Events. Il a des relations, des ressources. Il pourrait nous aider à nous développer de manière exponentielle. Je ne veux pas de son aide. Je ne veux pas de son argent. Et je ne veux pas de son influence près de ce que j'ai construit. Ryan m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Il est parti sans un mot de plus. La porte se fermant assez fort pour faire trembler le cadre. Je suis resté assise dans le silence de mon bureau, le cœur battant, mais ma résolution ferme. Dana est apparue à la porte quelques minutes plus tard. J'ai entendu des voix s'élever. Tu vas bien? Je vais bien. Il est en colère. Il s'en remettra. Ou pas. Quoi qu'il en soit, cette entreprise est entre de bonnes mains maintenant. Dana a souri, hésitante, mais sincère. Je ne te décevrai pas, je sais que tu ne le feras pas. C'est pourquoi je t'ai choisi. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Je me suis assise sur mon porche arrière au coucher du soleil, sentant le poids de 2 décennies se lever lentement de mes épaules. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Dana. Merci encore. Je vais te rendre fier. J'ai répondu. Tu le fais déjà. Ryan n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS. Le silence de sa part semblait confirmer que j'avais fait le bon choix. J'avais passé si longtemps à attendre que mon fils me voie, me valorise, apprécie ce que j'avais sacrifié. Maintenant, j'avais fini d'attendre. J'avais donné mon héritage à quelqu'un qui l'honorerait, et cela ressemblait à la liberté. Les appels ont commencé 3 jours après avoir promu Dana.
J'étais au milieu d'une séance de dégustation avec une mariée et sa mère quand mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. Une fois, 2 fois, 3 fois en succession rapide. Je l'ai ignoré, me concentrant sur la cliente en face de moi, expliquant la différence entre le poulet rôti aux herbes et la version au citron et à l'ail. Quand la dégustation s'est terminée et que je suis retourné à mon bureau, j'ai sorti mon téléphone. 14 appels manqués, tous de Ryan. Pas de messages vocaux, juste la répétition incessante de son nom sur mon journal d'appels. J'étais sur le point de le rappeler quand mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de Ryan a illuminé l'écran. J'ai répondu. Qu'est-ce qui ne va pas? Que as-tu fait? Sa voix était tendue, crispée. Que as-tu fait du fonds RF? Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé ma voix stable. Je l'ai redirigé. Tu as redirigé 283 000 $. Où? Ce ne sont pas tes affaires. Pas mes affaires, maman. Cet argent était pour moi. Nous savons tous les deux qu'il était pour moi. C'était mon argent, Ryan. Sur un compte à mon nom. Je peux en faire ce que je veux. Tu l'économisais pour mon mariage. Tu m'as dit que tu avais prévu quelque chose de spécial. J'avais prévu quelque chose de spécial. Puis les choses ont changé. Changé comment? Parce que j'ai fait une blague stupide à une fête. Tu vas me priver de tout mon avenir pour ça. Je me suis assise à mon bureau. Une fatigue soudaine m'envahit. Ryan, ce fonds ne t'a jamais été garanti. Et ce n'est pas à propos d'une blague. C'est à propos de 2 ans à te regarder devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un qui ne valorise pas ce que j'ai construit ou ne respecte pas les sacrifices que j'ai faits. Alors, tu me punis. Je redirigeai les ressources vers quelqu'un qui les appréciera. J'ai créé un fonds de bourse d'études pour les mères célibataires poursuivant des carrières culinaires. Des femmes qui sont là où j'étais il y a 25 ans, essayant de construire quelque chose à partir de rien. Silence à l'autre bout. Puis, tu as donné mon héritage à des étrangers. J'ai donné mon argent à une cause qui me tient à cœur. Tessa va devenir folle. Tu comprends ça? On comptait sur cet argent. Pourquoi comptiez-vous sur de l'argent qui ne vous a jamais été promis? Parce que tu es ma mère. Parce que c'est ce que font les mères. Elles aident leurs enfants. Les mots ont frappé comme une gifle. Mais je n'ai pas bronché. Je t'ai aidé toute ta vie. Je t'ai fait faire des études sans dette. Je t'ai donné un travail quand tu as eu ton diplôme. J'ai payé pour ta voiture, ta caution d'appartement, d'innombrables autres choses. À un moment donné, Ryan, tu dois te débrouiller seul. Avec quoi? Tu viens de tout m'enlever. J'ai enlevé de l'argent que tu n'as jamais eu. Il y a une différence. Il respirait fort maintenant. En colère et désespéré. Victor a dit que ça arriverait. Il a dit que tu essaierais de me contrôler en contrôlant l'argent. Victor ne sait rien de moi ou de notre relation. Il en sait plus que tu ne le penses. Il m'a prévenu que tu ne lâcherais jamais, que tu utiliserais l'entreprise et tout ce que tu avais d'autre pour me garder dépendant. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant d'un homme qui te manipule depuis 2 ans. Qui t'a convaincu que tout ce que j'ai construit est en quelque sorte inadéquat? Qui veut accéder à mon entreprise par ton intermédiaire? Ce n'est pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe, Ryan? Explique-le-moi. Parce que de là où je suis, tu as passé 2 ans à t'éloigner de moi, à me manquer de respect, et à donner la priorité à des gens qui te connaissent depuis quelques minutes plutôt qu'à la femme qui t'a élevé seule. J'essaie de construire une vie, maman, un avenir avec Tessa, et tu rends ça impossible. Non, je fais en sorte que tu doives construire cet avenir avec tes propres ressources au lieu des miennes. C'est ce qu'on appelle être un adulte. La ligne est devenue silencieuse un long moment. Puis Ryan a dit, sa voix froide. Tessa avait raison à ton sujet. Qu'a-t-elle dit? Que tu ne l'accepterais jamais. Que tu la verrais toujours comme une concurrente. Que tu ferais tout ce qu'il faut pour me garder sous ta coupe. Si c'est ce que tu crois, alors nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade, mais je n'ai pas pleuré. J'avais versé toutes mes larmes. Maintenant, il n'y avait que la vérité dure et claire du choix que j'avais fait. Le téléphone a de nouveau sonné immédiatement. Ryan. J'ai refusé l'appel.
Il a sonné à nouveau. Encore. J'ai désactivé la sonnerie et j'ai posé le téléphone face contre le bureau. Quand je l'ai finalement vérifié 2 heures plus tard, il y avait 37 appels manqués. Le message vocal a commencé après l'appel numéro 20. Le premier était en colère. Tu ne peux pas simplement m'ignorer, maman. On doit parler de ça. Rappelle-moi. Le 5e était confus. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? Appelle-moi juste et on pourra parler. Le 10e était paniqué. Les parents de Tessa ont appris que le fonds avait disparu. Victor est furieux. Il parle de se retirer d'opportunités d'affaires. Maman, s'il te plaît. On a besoin de cet argent. Le 15e était désespéré. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé pour la fête. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait pour te mettre en colère. S'il te plaît, pouvons-nous arranger ça? Je les ai tous écoutés, assis seul dans mon bureau après que tout le monde soit parti. La voix de Ryan passant par toutes les émotions. La colère, la confusion, la panique, le désespoir, et finalement quelque chose qui ressemblait presque à un regret sincère. Mais pas une seule fois il n'a dit qu'il comprenait pourquoi je l'avais fait. Pas une seule fois il n'a reconnu que peut-être, juste peut-être, il m'avait prise pour acquise. Tout tournait autour de ce qu'il avait perdu, pas de ce qu'il avait fait pour le perdre. À la fin de la semaine, les appels manqués s'élevaient à 76. 76 fois mon fils avait essayé de me joindre, et 76 fois j'avais choisi de ne pas répondre. Dana a remarqué qu'il appelait aussi le bureau. Essayant de te joindre par la ligne principale. Que lui as-tu dit? Que tu n'es pas disponible et que tu le rappelleras quand tu seras prête. Merci. Tante Val, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que tu lui reparleras un jour? J'ai réfléchi à la question. Éventuellement, quand il sera prêt à avoir une vraie conversation, au lieu de simplement exiger que je répare ce qu'il pense que j'ai cassé. Et s'il n'y arrive jamais? Alors j'apprendrai à vivre avec ça. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas si je pouvais. Il était toujours mon fils. Quelque part sous le sentiment de droit et l'influence de personnes qui n'avaient pas ses meilleurs intérêts à cœur, il y avait toujours le garçon que j'avais élevé, l'enfant que j'avais aimé plus que ma propre vie. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser vous détruire. Et c'est ce que Ryan faisait lentement depuis 2 ans, détruisant la femme que j'étais. Chaque commentaire dédaigneux, chaque priorité accordée à l'opinion de Victor plutôt qu'à la mienne, chaque moment où il me faisait me sentir petite et inutile. J'avais enfin dit assez. Samedi matin, une semaine après le début des appels, je me suis réveillé avec un SMS de Tessa. Madame Carter, nous devons parler. Cette situation est devenue incontrôlable. Ryan est dévasté et l'organisation de notre mariage est dans le chaos. Quoi qu'il se passe entre vous deux, cela doit être résolu immédiatement. Je pense que nous devrions tous nous asseoir ensemble, y compris mes parents, et régler cela comme des adultes. Je l'ai lu 3 fois, sentant la colère monter à chaque passage. Elle pensait pouvoir me convoquer comme une employée, inclure ses parents comme s'ils avaient leur mot à dire dans ma relation avec mon fils, exiger une résolution selon son calendrier parce que l'organisation de leur mariage était affectée. J'ai répondu par une seule phrase. C'est entre Ryan et moi. Quand il sera prêt à parler sans que Victor et Patricia n'orchestrent la conversation, il sait où me trouver. Sa réponse est venue en quelques secondes. Vous êtes déraisonnable et égoïste. Ryan mérite mieux qu'une mère qui saboterait son avenir par dépit. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucun intérêt. Cet après-midi-là, ma sœur a appelé. La mère de Dana, que j'aimais beaucoup, mais qui avait l'habitude d'essayer de réparer des choses qui n'étaient pas les siennes. Val, qu'est-ce qui se passe? Dana m'a parlé de la promotion, ce qui est merveilleux. Mais Ryan m'a appelé ce matin en larmes. Il dit que tu l'as complètement coupé de ta vie. Je ne l'ai pas coupé de ma vie. J'ai fixé des limites. En lui enlevant de l'argent qu'il attendait? De l'argent qu'il supposait obtenir sans le mériter. C'est ton fils. Je sais qui il est, mais ça ne veut pas dire que je dois financer une vie qu'il construit avec des gens qui n'ont aucun respect pour moi. Ma sœur a soupiré. Je comprends ta blessure, mais est-ce vraiment la solution? Le repousser alors qu'il est sur le point de se marier. Je ne le repousse pas. Je refuse de me laisser marcher sur les pieds. Il y a une différence.
Il a peur, Val. Il m'a dit que les Monroe reconsidéraient certaines choses à cause de la disparition du fonds. Des opportunités d'affaires, des relations, des choses qui l'aideraient à construire sa carrière. Alors ces opportunités n'étaient pas réelles au départ. Si elles n'existaient que parce que Victor pensait que Ryan apportait de l'argent sur la table, alors c'était des transactions, pas des opportunités. Peut-être. Mais il est toujours ton fils. Et je suis toujours sa mère, ce qui signifie que parfois je dois le laisser faire face aux conséquences au lieu de le sauver de ses propres choix. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, mais aucune de nous n'a cédé. Elle pensait que j'étais trop dur. Je pensais que j'étais enfin honnête. Quand nous avons raccroché, je me sentais fatigué, mais pas incertaine. Je savais que ce que je faisais était juste. Même si ça faisait mal, même si Ryan ne me pardonnait jamais, même si je passais le reste de ma vie à me demander si j'aurais pu gérer ça différemment, je m'étais enfin choisi. Et c'était quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. 2 semaines après l'arrêt des appels, Ryan a demandé à me rencontrer pour un café. Le SMS est arrivé un mardi matin. Simple et direct. Maman, pouvons-nous parler? Juste nous deux. Pas de Tessa. Pas de Victor, s'il te plaît. J'ai regardé le message pendant un long moment avant de répondre. Quand et où? Demain. Ce café sur Elm Street. Celui où nous allions quand j'étais au lycée. Le choix du lieu n'était pas accidentel. Ce café contenait des souvenirs. Les samedis matins avant ses matchs de football. Les après-midi où il avait besoin d'aide pour ses devoirs. Les conversations sur les candidatures à l'université et les rêves d'avenir. Il cherchait quelque chose de familier, quelque chose qui nous appartenait avant que tout ne devienne compliqué. D'accord. 14 heures, j'ai mal dormi cette nuit-là, repassant dans ma tête les conversations possibles. Ce qu'il pourrait dire, ce que je répondrais, ce que ça ferait de s'asseoir en face de mon fils, sachant que tout entre nous avait fondamentalement changé. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai commandé un thé, m'asseyant à une table d'angle où nous pourrions avoir de l'intimité. Le café était calme un mercredi après-midi. Juste quelques personnes travaillant sur des ordinateurs portables et un couple partageant une pâtisserie près de la fenêtre. Ryan est entré à 14 heures précises. Il avait l'air terrible. Ses vêtements étaient propres, ses cheveux peignés, mais il y avait des cernes sous ses yeux et une tension sur son visage qui témoignait de nuits blanches et de stress. Il avait perdu du poids. Quand il m'a vu, quelque chose dans son expression s'est légèrement effondré avant qu'il ne se reprenne. Il a commandé un café et m'a rejointe à la table, s'asseyant lentement comme s'il n'était pas sûr de son accueil. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Tu es mon fils. Je viendrai toujours quand tu me le demanderas. » Il a hoché la tête, regardant sa tasse de café. « Je ne sais pas par où commencer. Commence où tu en as besoin. » Ryan a pris une profonde inspiration. « Je suis désolé pour la fête, pour ce que j'ai dit. Je l'ai rejoué 1000 fois dans ma tête, et je comprends enfin à quel point c'était cruel. Ce que ça a dû te faire d'entendre ton fils dire ça devant tous ces gens. J'ai eu l'impression que tu m'effaçais. Comme si je ne comptais pas, tu comptes. Mon Dieu, maman, tu comptes tellement. Je me suis juste laissé emporter en essayant d'impressionner les gens, en essayant de m'intégrer dans le monde de Tessa, et j'ai perdu de vue ce qui était important. Qu'est-ce qui a changé? Il y a 2 semaines, tu étais en colère. Maintenant, tu t'excuses. Que s'est-il passé? Il a ri, mais c'était amer. Tout s'est effondré. C'est ce qui s'est passé. Quand Victor a découvert la disparition du fonds, il s'est retiré de tout. Les opportunités d'affaires qu'il avait promises, disparues. Les relations qu'il allait établir pour moi, soudainement indisponibles. Il s'avère que la plupart de son intérêt pour moi concernait ce qu'il pensait que j'apportais sur la table. Je suis désolé que ça soit arrivé. Vraiment? Il a levé les yeux vers moi et il n'y avait aucune accusation dedans. Juste une curiosité sincère. Je suis désolé que tu aies été blessé. Je ne suis pas désolé que tu aies appris qui il était vraiment. Ryan a hoché la tête lentement. Tessa a été différente aussi. Nous nous sommes beaucoup disputés. Elle n'arrête pas de demander quand tu vas changer d'avis sur l'argent. Comme si c'était la seule chose qui comptait. Et sa mère a des opinions sur tout, y compris sur la façon dont je devrais gérer ma propre mère. Que leur as-tu dit? Au début, j'étais d'accord avec eux.
Je pensais que tu étais déraisonnable, contrôlante, toutes les choses que Victor disait que tu serais. Il a fait une pause. Mais ensuite, j'ai commencé à y réfléchir vraiment. Aux 2 dernières années, à la façon dont je t'ai traité. Et j'ai été horrible, maman. Pas seulement à la fête, avant ça, pendant des mois, peut-être plus longtemps. Sa voix s'est légèrement brisée. Je t'ai prise pour acquise. J'ai laissé d'autres personnes influencer la façon dont je te voyais. Je t'ai fait te sentir petite alors que tu es la personne la plus forte que je connaisse. Des larmes me brûlaient les yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Pourquoi as-tu fait ça, Ryan? Pourquoi était-ce si facile de me mettre de côté? Parce que tu étais toujours là. Tu étais constante. Et je pense que j'ai commencé à croire que ça signifiait que tu le serais toujours. Peu importe comment je te traitais. Victor était ça, ils étaient nouveaux, brillants et impressionnants. Tu n'étais que maman, la maman fiable et digne de confiance qui m'aimerait quoi qu'il arrive. Je t'aime quoi qu'il arrive. Mais ça ne veut pas dire que je dois accepter d'être manqué de respect. Je sais. Je comprends ça maintenant. Et je suis tellement désolé qu'il ait fallu que je perde tout pour le voir. Nous sommes restés silencieux un moment. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, douce et régulière contre les fenêtres. Le fond, a dit Ryan finalement. Je ne te demande pas de changer d'avis à ce sujet. Je sais que cet argent a disparu, et honnêtement, il devrait l'être, mais j'ai besoin de savoir si tu pourras un jour me pardonner. Je te pardonne déjà, Ryan. Je t'ai pardonné la nuit de la fête, assise dans ma voiture, parce que c'est ce que font les mères. Nous pardonnons à nos enfants même quand ça fait mal. Mais le pardon ne signifie pas que les choses redeviennent comme avant. La confiance prend du temps à se reconstruire. Et pour l'entreprise. Dana en tant que partenaire, ça ne changera pas, Dana a mérité sa place chez Carter Events. Elle a fait ses preuves pendant 6 ans de travail dévoué, et plus que ça, elle valorise ce que j'ai construit. Elle n'essaie pas de le transformer en autre chose. Ryan a tressailli, mais a hoché la tête. Je comprends. Ça ne me plaît pas, mais je comprends. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, avec ta carrière? Ton avenir? Je ne sais pas. J'ai pensé à me lancer seul. Peut-être commencer quelque chose de séparé de Carter Events, séparé du monde de Victor. Construire quelque chose qui soit vraiment à moi. Ça semble être un bon plan. M'aideras-tu? Pas avec de l'argent. Je ne demande pas ça. Mais avec des conseils, avec ton expérience? J'ai regardé mon fils. Vraiment regardé. Il était brisé d'une manière dont il avait besoin de l'être. Humilié par des conséquences qu'il s'était lui-même infligées. Mais quelque part dans cette brisure, je pouvais voir le garçon que j'avais élevé. Celui qui m'aidait à la cuisine. Celui qui comprenait ce que signifiait le travail acharné. Je t'aiderai, mais à une condition. N'importe quoi. Tu dois faire le travail toi-même. Je te guiderai. Je te donnerai des conseils. Je serai ton oreille attentive. Mais je ne te sauverai pas de l'échec. Tu dois construire quelque chose dont tu peux être fier parce que tu l'as mérité. Pas parce que je te l'ai donné. Marché conclu. Et Ryan, le mariage. Si tu épouses Tessa, tu dois être sûr que c'est pour les bonnes raisons. Pas parce que vous êtes déjà fiancés, pas parce que tu as peur de décevoir sa famille, mais parce que tu veux sincèrement passer ta vie avec elle. Il est resté silencieux un long moment. Je ne sais plus si je le veux. Ces dernières semaines m'ont montré des facettes d'elle que je ne voulais pas voir. Et je pense qu'elles lui ont montré des facettes de moi qu'elle n'aimait pas non plus. Alors peut-être que vous devez avoir des conversations honnêtes avant de prendre des décisions permanentes. Oui, peut-être. Nous avons fini notre café pendant que la pluie continuait dehors. La conversation s'est tournée vers des choses plus légères. L'excitation de Dana pour son nouveau rôle. Un événement à venir, Carter Events, organisait un gala de charité locale. Des banalités qui semblaient être le début de quelque chose, pas la fin. Quand nous nous sommes levés pour partir, Ryan m'a serré dans ses bras. Vraiment serré, comme il le faisait avant que tout ne devienne compliqué. Je t'aime, maman. Je vais faire mieux. Je le promets. Je t'aime aussi, mon chéri. Et je crois que tu essaieras. C'est tout ce que je peux demander. Nous sommes sortis sous la pluie ensemble,
et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que peut-être mon fils et moi pourrions nous retrouver. Pas là où nous étions. C'était parti. Mais vers quelque chose de nouveau, bâti sur l'honnêteté au lieu des suppositions. Ce ne serait pas facile. La confiance était brisée et la réparer prendrait du temps. Mais au moins maintenant, nous étions tous les deux prêts à essayer. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Ryan. J'ai parlé à Tessa. Nous reportons le mariage. Nous avons tous les deux besoin de temps pour savoir si c'est vraiment ce que nous voulons. Merci de m'avoir poussé à être honnête avec moi-même. J'ai répondu. Fier de toi d'avoir fait un choix difficile. Quoi qu'il arrive ensuite, Ryan y ferait face sans que mon argent n'amortisse sa chute. Sans héritage garanti l'attendant dans les coulisses, sans le filet de sécurité que j'avais passé des décennies à construire pour lui. Il y ferait face comme un adulte, prenant ses propres décisions et vivant avec ses propres conséquences. Et peut-être, juste peut-être, il deviendrait l'homme que j'avais toujours espéré qu'il pourrait être. Non pas parce que je l'y ai forcé, mais parce qu'il l'a choisi lui-même. 6 mois plus tard, je me suis réveillé un samedi matin sans absolument rien à faire. Pas d'événement à superviser, pas de réunion de personnel à diriger, pas de crise à gérer. Juste une matinée tranquille s'étendant devant moi sans aucune obligation. C'était étrange, même étranger. Pendant 20 ans, ma vie avait été mesurée en événements et en délais, en besoins de clients et en urgence commerciale. Il y avait toujours quelque chose qui nécessitait mon attention immédiate, toujours quelqu'un qui avait besoin de moi pour résoudre un problème. Mais Dana avait entièrement repris les opérations quotidiennes, et elle s'épanouissait. L'entreprise se portait mieux que jamais sous sa direction. Elle avait attiré 2 nouveaux clients d'entreprise, élargi nos offres de menus saisonniers et embauché 3 membres du personnel supplémentaire qui partageaient sa passion pour la qualité. Carter Events n'avait plus besoin de moi comme avant. Et pour la première fois de ma vie, cela ressemblait à de la liberté au lieu d'un échec. J'ai préparé du café lentement, debout à la fenêtre de ma cuisine, regardant la lumière du matin filtrer à travers les arbres de mon jardin. Des oiseaux se rassemblaient à la mangeoire que j'avais finalement installée le mois dernier. Un voisin promenait son chien devant ma clôture. Le monde bougeait à son propre rythme, et je bougeais enfin avec lui au lieu de courir devant. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Dana. Bonjour. Juste pour confirmer que tu viens toujours au mariage Peterson aujourd'hui. Je sais que tu as dit que tu voulais observer, pas travailler. J'ai souri. Je serai là. Juste pour regarder. Je le promets. Bien. Je veux que tu vois ce sur quoi nous avons travaillé. Je pense que tu seras fier. J'étais déjà fier. Dana avait prouvé que toutes mes intuitions à son sujet étaient correctes. Elle dirigeait avec confiance et gentillesse, poussait l'équipe à l'excellence sans les épuiser, et traitait les clients avec la même attention personnelle que j'avais toujours privilégiée. L'entreprise était entre de meilleures mains que je n'aurais pu l'espérer. Je suis arrivé au lieu du mariage Peterson 2 heures avant l'arrivée prévue des invités. La transformation était déjà en cours. Dana se déplaçait dans l'espace comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre. Chaque détail était chorégraphié, chaque membre de l'équipe sachant exactement quoi faire. Elle m'a vu et a souri. Qu'en penses-tu jusqu'à présent? Je pense que ça va être magnifique. Viens voir le buffet de dessert. J'ai essayé quelque chose de nouveau. Elle m'a conduite à une table où notre chef pâtissier arrangeait une tour de desserts individuels. Des tartelettes miniatures, des truffes au chocolat, de minuscules cheesecakes avec des baies fraîches. C'était élégant et créatif. Exactement le genre de présentation qui ferait parler les invités. C'est brillant, ai-je dit. J'ai appris des meilleurs, Dana m'a serré la main. Merci d'être venu. Ça signifie beaucoup pour moi que tu sois là. Il n'y a nulle part où je préférerais être. J'ai passé le reste de l'après-midi à regarder ma nièce faire ce pourquoi elle était née. Et quand la mariée est entrée dans la salle de réception et a halté en voyant à quel point tout était parfait. Quand les invités se sont extasiés sur la nourriture, quand l'événement s'est déroulé sans le moindre accroc, j'ai ressenti une profonde satisfaction qui n'avait rien à voir avec l'ego. C'était mon héritage. Pas seulement l'entreprise elle-même, mais ce qu'elle était devenue entre les mains de quelqu'un qui la valorisait vraiment. Ryan et moi avions trouvé un nouveau rythme au cours des 6 derniers mois. Nous nous parlions toutes les 2 semaines, parfois plus s'il avait besoin de conseils. Il avait lancé sa propre petite entreprise de conseil, aidant les restaurants locaux à améliorer leurs opérations.
C'était modeste, à peine rentable encore, mais c'était à lui. Construit avec ses propres efforts, financé par ses propres économies, réussissant ou échouant sur son propre mérite. Il m'avait appelé il y a 3 semaines, excité d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. « Maman, je viens de décrocher mon premier vrai client, un groupe de restaurants avec 4 emplacements. Ils veulent que j'analyse leur chaîne d'approvisionnement et leur modèle de personnel. C'est merveilleux, mon chéri. Comment as-tu obtenu le contrat? Je leur ai fait une proposition, j'ai préparé tout un dossier, je leur ai montré ce que je pouvais faire, et ils ont dit oui sur la base de mon travail, pas à cause de qui je connais ou de qui est ma famille. » La fierté dans sa voix était sincère. Il apprenait ce que j'avais essayé de lui enseigner depuis le début. Que le vrai succès vient de ce que l'on construit soi-même, pas de ce que l'on hérite. Je suis fier de toi, Ryan. Merci, maman. Ça signifie tout pour moi. Le mariage avait été définitivement annulé. Ryan et Tessa avaient essayé de régler leurs problèmes pendant quelques mois, mais finalement, ils voulaient des choses différentes. Elle voulait la vie que ses parents avaient tracée. Il voulait quelque chose qu'il pouvait créer selon ses propres termes. Ils s'étaient séparés à l'amiable, du moins c'est ce que Ryan disait. Je soupçonnais qu'il y avait plus de douleur qu'il ne le laissait paraître, mais il gérait cela avec une maturité qui me donnait de l'espoir. Victor et Patricia étaient passés à d'autres prospects. J'ai entendu par des connaissances communes qu'ils préparaient déjà un autre jeune homme, le fils de quelqu'un d'autre, qu'ils pouvaient modeler selon leur vision du succès. J'ai eu pitié de cette personne. Un mardi après-midi de fin d'été, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis des mois. Je suis allé à l'école de cuisine où mon fonds de bourse était maintenant actif et j'ai rencontré les 3 premières bénéficiaires. 3 femmes, toutes mères célibataires, toutes occupant plusieurs emplois tout en essayant de construire des carrières dans la restauration. Leurs histoires étaient différentes dans les détails, mais identiques dans l'esprit. Elles étaient moi il y a 25 ans, épuisées et déterminées, effrayées et pleines d'espoir, faisant tout leur possible pour créer de meilleurs avenirs pour leurs enfants. « Madame Carter, nous ne pouvons pas vous remercier assez », a dit l'une d'elles. Elle s'appelait Jennifer et avait une fille de 6 ans. Cette bourse signifie que je peux réellement terminer mes études. Je n'ai pas à choisir entre les frais de scolarité et le loyer. Vous n'avez pas à me remercier, ai-je dit. Promettez-moi simplement de rendre l'appareil un jour. Quand vous réussirez, quand vous aurez construit quelque chose dont vous serez fier, souvenez-vous de ce qu'il a fallu pour y arriver et aider quelqu'un d'autre comme je vous aide. Je le promets. En les regardant retourner à leur cours, j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Le fonds R avait trouvé sa raison d'être. Non pas financer un mariage pour un fils qui avait oublié ce que signifiait le sacrifice, mais donner des opportunités à des femmes qui comprenaient exactement ce qu'il en coûtait de construire quelque chose à partir de rien. Cet argent changerait des vies, de vraies vies. Des femmes qui se souviendraient de chaque dollar et l'honoreraient par leurs efforts. C'était plus précieux que n'importe quel mariage ne pourrait jamais l'être. J'ai recommencé à prendre les dimanches pour moi. Ne pas travailler, ne pas rattraper les emails, ne pas planifier la semaine à venir. Juste exister de manière tranquille que j'avais oublié être possible. Certains dimanches, j'allais au marché de producteurs et j'achetais des ingrédients que je cuisinais juste pour le plaisir. Certains dimanches, je lisais des livres qui n'avaient rien à voir avec les affaires. Certains dimanches, je conduisais vers des endroits où je n'étais jamais allé, de petites villes à 1 heure de route, me promenant dans des magasins d'antiquités et essayant des restaurants locaux. J'apprenais qui j'étais quand je n'étais pas défini par ce que je pouvais faire pour les autres. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Ryan est venu dîner un dimanche de septembre. Juste nous deux. Pas d'ordre du jour, pas de tension. J'ai préparé son plat préféré de son enfance. Un rôti de bœuf avec des légumes et des petits pains faits maison. Nous avons mangé et parlé de son entreprise, du dernier succès de Dana avec un client de haut niveau, des livres que nous lisions et des émissions que nous regardions. Une conversation normale, une conversation facile. Après le dîner, il m'a aidé à faire la vaisselle, debout à l'évier comme il le faisait quand il était jeune. « Maman, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Le regrettes-tu ?» ?»« Avoir retiré le fonds, donné l'entreprise à Dana. »« As-tu jamais souhaité avoir géré les choses différemment ?» Je me suis séché les mains et je me suis tourné pour lui faire face. « Non, je ne le regrette pas, car cela nous a forcés tous les deux à être honnêtes sur qui nous sommes et ce que nous valorisons. Tu avais besoin d'apprendre à te débrouiller seul.
J'avais besoin d'apprendre que ma valeur ne se mesure pas à la quantité de sacrifices que je fais pour toi. Je pense que j'en avais besoin aussi, même si ça a fait mal. Les leçons difficiles font généralement le plus mal, mais ce sont aussi celles dont on se souvient. Il m'a serré dans ses bras avant de partir. Et c'était sincère, pas obligatoire, pas théâtral. Juste un fils qui aimait sa mère et était reconnaissant qu'elle se soit assez souciée de lui pour le laisser tomber afin qu'il puisse apprendre à se relever. Je suis resté sur mon porche à regarder ses feux arrière disparaître dans la rue, me sentant en paix d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'aimais toujours mon fils. Cela ne changerait jamais. Mais je m'aimais aussi, maintenant. Et j'avais enfin appris que ces deux choses n'avaient pas à être en compétition. Certains soirs, assise seule dans ma maison silencieuse, je pensais à la femme que j'étais. Celle qui mesurait sa valeur à la quantité de choses qu'elle pouvait donner. Qui croyait que le sacrifice sans reconnaissance était noble au lieu d'être autodestructeur. Qui pensait qu'aimer quelqu'un signifiait accepter n'importe quel traitement qu'il offrait. Cette femme avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui comprenait que la dignité compte. Que les limites ne sont pas des murs, ce sont des fondations. Que dire non à la dévalorisation n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi. J'avais bâti un empire de mes propres mains, élevé un fils seul, survécu à la perte, à la pauvreté et à un épuisement qui aurait brisé des personnes moins déterminées. Et quand le moment est venu de choisir entre être aimé et être respecté, j'avais choisi les deux. En refusant d'accepter l'un sans l'autre. L'histoire que les gens voyaient de l'extérieur était simple. Une mère humiliée par son fils à une fête. Une réponse dramatique, une famille fracturée et qui guérit lentement. Mais la véritable histoire était plus silencieuse et plus puissante. C'était l'histoire d'une femme qui a enfin compris que son amour pour son enfant n'exigeait pas la destruction de son amour pour elle-même. C'était reconnaître que les personnes qui vous valorisent vraiment ne vous demanderont jamais de vous rabaisser pour les mettre à l'aise. C'était apprendre que s'éloigner du manque de respect n'est pas de la vengeance. C'est de la survie. Et c'était découvrir que l'héritage que vous construisez compte moins que la dignité avec laquelle vous le protégez. J'ai donné à mon fils tout ce que j'avais pendant des années. Mon temps, mon énergie, mon argent, mes rêves. Quand il m'a montré que tout n'était pas suffisant, qu'il voulait plus tout en offrant moins, j'ai finalement fait ce que j'aurais dû faire plus tôt. Je me suis donné la permission d'arrêter, de rediriger mes ressources vers des personnes qui les honoreraient, de fixer des limites qui protégeaient ma paix, d'aimer mon fils sans me détruire dans le processus. C'était ma vengeance, si vous voulez l'appeler ainsi. Pas une confrontation dramatique, pas une humiliation publique, pas une cruauté rendue pour une cruauté reçue. Juste une décision silencieuse et ferme de me valoriser autant que je l'avais toujours valorisé. Et à la fin, cela s'est avéré être la chose la plus puissante que j'aurais pu faire pour nous deux. Alors, si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous avez donné et donné à quelqu'un qui ne sait que prendre, laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. Vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud, même si cette personne est votre propre enfant. Aimez-les, pardonnez-leur, soutenez-les quand vous le pouvez, mais ne les laissez jamais, jamais vous convaincre que votre dignité est négociable. Car au moment où vous vous défendez, au moment où vous tracez cette ligne et refusez de la franchir, quelque chose change. Peut-être qu'ils apprennent, peut-être pas, mais vous apprenez. Vous apprenez que vous valez la peine d'être protégé, défendu, honoré. Et cette leçon vaut plus que n'importe quelle somme d'argent, n'importe quel héritage, n'importe quel legs que vous pourriez laisser derrière vous. J'aime toujours mon fils, mais pour la première fois de ma vie, je m'aime plus, et cela fait toute la différence. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible ou pris pour acquis, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Soutenons-nous les uns les autres. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires sur la recherche de la force lorsque la vie vous met à l'épreuve. Merci d'avoir écouté mon histoire.